Chers amis, nous poursuivons notre cycle de conférences mensuelles. Lorsque cet été, j'ai proposé à mon oncle de venir faire une conférence sur la Syrie, nous savions bien que cette conférence serait d'actualité parce que nous savions bien au mois d'août que la guerre en Syrie ne serait pas terminée, mais nous n'imaginions pas que l'actualité serait si brûlante. Cette conférence, M. Antoine Delacoste l'a faite déjà l'année dernière aux élèves du lycée, de l'école, et j'ai pensé qu'elle pourrait aussi intéresser les adultes. Voilà pourquoi je le remercie d'avoir accepté de revenir cette année pour vous parler de cette question. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Effectivement, on a été rattrapé par l'actualité parce que, comme Bernard vient de vous le dire, lorsque on avait évoqué cette idée de conférence au mois d'août, un des argumentaires que je voulais développer au début de cette conférence, c'était de vous convaincre, de convaincre le maximum de gens de s'intéresser à la guerre en Syrie. Il y a trop d'indifférence sur la guerre en Syrie, et donc il y a un certain nombre d'arguments qui font qu'on doit s'intéresser à la guerre en Syrie. Et le premier d'entre eux, c'était un jour ou l'autre, la guerre en Syrie va nous rattraper. Donc j'ai plus besoin de vous convaincre, c'est fait, depuis hier soir. Donc, le deuxième argument, qui consiste à devoir s'intéresser à la guerre en Syrie, parce que c'est un devoir, c'est évidemment le sort des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient souffrent depuis longtemps, mais cette guerre sera peut-être pour eux l'agonie. C'est peut-être la fin des chrétiens d'Orient, à laquelle on est en train d'assister. Et donc, vis-à-vis de nos frères d'Orient, on a un devoir et d'information, et dans la mesure des moyens de chacun, d'aide, parce qu'ils sont vraiment menacés de disparition. Et la troisième raison pour laquelle on doit s'intéresser à cette guerre, c'est que ça rebat totalement les cartes de la stratégie mondiale, de la géopolitique. On a des grandes puissances qui s'effacent, d'autres qui apparaissent, et sur le plan régional, on assiste également à un grand chambardement. Alors comment tout cela a commencé? Ça a commencé par une expression que vous avez tous entendue, le printemps arabe, les printemps arabes. Expression stupide, dénuée de sens, dont nos médias ont le secret et dont nos hommes politiques ont le secret. Pourquoi ils ont appelé ça les printemps arabes? Eh bien parce que c'est parti, vous vous rappelez peut-être, fin 2010, un petit marchand de fruits et légumes tunisien, contrôlé par la police. Il est évidemment pas en règle, d'ailleurs personne n'est en règle, ça n'a aucune importance, il fallait juste donner un petit bakchich et il ne se serait rien passé du tout. Mais là, il n'a pas voulu ou il n'a pas pu, peu importe. Les policiers lui empêchent de vendre ses fruits et légumes, il s'immole par le feu le lendemain et c'est parti pour une révolte en Tunisie. Cette révolte va prendre une ampleur insoupçonnée et elle va être suivie de près par une révolte en Égypte, en Syrie, à Bahreïn et plus sporadiquement au Maroc, en Arabie Saoudite et au Qatar. À quoi on a abouti au bout de quelques mois, de quelques années de ces printemps arabes? Eh bien, le dictateur laïque tunisien a été renversé, il s'appelait Ben Ali, vous vous rappelez peut-être. Le dictateur laïque égyptien, Moubarak, a été renversé. Mais rassurez-vous, les dictatures religieuses d'Arabie Saoudite et autres du Qatar n'ont pas été renversées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que nos journalistes ont appelé le printemps arabe, l'aspiration à une nouvelle démocratie, tout ça c'était quand même largement du pipeau. Ça aboutit finalement au renversement des dictatures laïques. Les dictatures religieuses, il ne s'est jamais rien passé de sérieux. Pourquoi? Là où il aurait pu se passer quelque chose d'ailleurs, c'est un pays dont on ne parle jamais, et vous n'avez probablement pas entendu parler des événements qui s'y sont déroulés à ce moment-là, c'est à Bahreïn. À Bahreïn, il y a eu également un printemps arabe, entre guillemets. Simplement, c'était des chiites qui s'étaient révoltés contre le pouvoir sunnite. Ça a été écrasé dans le sang. Ils ont eu du mal parce que les chiites sont majoritaires dans ce petit pays.
Mais les Saoudiens, le grand frère saoudien, notre allié indéfectible, l'allié des États-Unis, a envoyé ses chars, on a écrasé tout ça dans le sang, il y a eu plusieurs milliers de morts, et on n'en a jamais parlé. Par contre, la Tunisie, l'Égypte, ça vous en avez entendu parler. Les conséquences ont été immédiates. En Tunisie, les islamistes ont pris le pouvoir, en Égypte aussi. Alors ce n'est pas notre propos de ce soir, donc je vais passer rapidement sur l'Égypte et la Tunisie. Depuis, en plus, la roue a tourné, et en Égypte, l'armée a repris le contrôle de la situation. Et en Syrie, alors, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? En Syrie, il y a eu une révolte, on va peut-être passer à la carte suivante. Il y a eu une révolte, la toute première, qui a eu lieu donc en 2012. On me donne un petit bâton, je vais l'utiliser. Ici, tout en bas, à Dera. Les premières manifestations ont lieu à Dera. Alors ce n'est pas un hasard. Elles ont lieu à Dera, d'abord parce que Dera est une ville quasiment exclusivement sunnite, et ensuite parce qu'elle est tout près de la frontière. Et que tout est prêt, déjà, pour les filières islamistes. Les armes vont être très vite acheminées. C'est pour ça que vous avez peut-être vu beaucoup d'articles sur le sujet au début. La répression a été immédiate par l'armée syrienne contre les premiers manifestants pacifiques de Dera. C'est vrai que la répression a été immédiate. Les Assad ne sont pas des enfants de cœur et l'armée syrienne non plus. Simplement, ce n'était pas du tout des manifestants pacifiques. C'était déjà, à l'origine, des islamistes et très bien armés. Et d'ailleurs, dans les premières heures des soulèvements, plusieurs soldats et policiers de l'armée syrienne se sont fait massacrer. Donc en réalité, ce ne sont pas des manifestations pacifiques qui ont été réprimées dans le sang, c'est dès le début une insurrection sunnite alimentée par les réseaux islamistes. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que dans les pays musulmans, on doit raisonner en termes de sunnites et de chiites. Si on veut comprendre ce qui se passe dans un pays musulman, on doit toujours se poser la question, qui est sunnite, qui est chiite dans cette affaire? Dans l'ensemble, les pays musulmans sont sunnites. De façon écrasante, ils sont sunnites. Il y a une carte que Bernard a préparée et qui vous montre une partie du monde musulman. Mais vous voyez qu'elle est majoritairement sunnite, c'est la partie la plus claire, et la partie la plus foncée, ce sont les chiites. En fait, il y a un grand pays chiite, c'est l'Iran. L'Irak est également à majorité chiite, mais de façon beaucoup plus juste que l'Iran. Et puis, pour l'anecdote, Bahreïn et l'Azerbaïdjan sont également à majorité chiite. Mais dans l'ensemble, ce sont les sunnites qui dominent le monde musulman. Pourquoi cette distinction est fondamentale? Parce qu'ils se détestent. Et le mot est faible, ils se haïssent. Ils se haïssent depuis les origines. Alors on ne va pas faire une histoire du sunnisme et du chiisme, mais il faut quand même avoir 2-3 idées claires sur le sujet. À la mort de Mahomet, sa succession n'est pas réglée. Alors il y a un premier calife qui lui succède, puis un deuxième, ça s'assassine beaucoup, ça complote beaucoup. Le monde musulman est un monde violent, dès l'origine. Et puis, le troisième ou quatrième successeur est le gendre de Mahomet, il s'appelle Ali. Et lui va être assassiné, alors qu'il avait une aura assez importante, par une faction plus dure, parce que lui voulait faire un petit peu évoluer le message. Les sunnites ne voulaient pas le faire évoluer, ils voulaient prendre l'intégralité dans le Coran, en réalité de ce qui les arrange, parce qu'il y a de très nombreuses contradictions dans le Coran, vous le savez tous. Donc Ali se fait assassiner, son fils lui succède, il se fait assassiner, un autre fils lui succède, il se fait également assassiner. Et à partir de ce moment-là, la rupture entre sunnites et chiites est définitive. Il y a du sang entre eux, et ils ne se pardonneront jamais, ni les uns ni les autres. D'ailleurs, dans le mode d'exercice de leur religion, il y a des différences tout à fait importantes. Le sunnisme est plus dur, il est pour l'interprétation littérale du Coran. En réalité, pour l'interprétation la plus violente du Coran. Le chiisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que vous allez me dire, en Iran, le régime des ayatollahs, c'était quand même pas... Oui, c'est vrai, mais par rapport au régime saoudien, d'une part,
Et puis ensuite, les chiites, chez eux, effectivement, ne sont pas des enfants de cœur, c'est évident, et il ne fait pas bon d'être chrétien en Iran, d'ailleurs il n'y en a quasiment pas. Donc je ne veux pas vous les faire passer pour des gens proches de nous, ce n'est pas du tout ça la réalité. Mais la réalité, c'est qu'ils ne cherchent pas, ils ont un côté, ils n'ont pas le côté messianique qu'ont les sunnites. Les sunnites, eux, veulent en quelque sorte exporter la révolution. Chez les communistes, c'était l'opposition entre les staliniens et les trotskistes. Vous savez, Trotsky voulait exporter sa révolution, Staline ne voulait pas. Ben, les chiites et les sunnites, c'est un petit peu la même histoire finalement. Et les sunnites, eux, organisent en quelque sorte la révolution djihadiste mondiale à laquelle ils aspirent. Toutes les filières islamistes viennent d'eux. Tout le financement du djihad vient d'eux, et notamment de deux pays, l'un très grand, l'autre tout petit, l'Arabie Saoudite et le Qatar, dont on reparlera souvent ce soir, qui sont nos alliés indéfectibles. Je vous l'ai déjà dit, mais il faut quand même rappeler qu'on a choisi comme alliés les régimes les plus durs qui soient. Les Iraniens, eux, le régime des ayatollahs, une fois qu'ils ont renversé le Shah d'Iran, ils n'ont pas cherché à exporter la révolution. Ils étaient bien tranquilles chez eux en Iran. Alors bien sûr, ils sont assez contents de voir qu'en Irak, il y a une majorité chiite, et qu'en Syrie, il y a un pouvoir qui est proche des chiites. Donc, ils ne vivent pas en autarcie. Mais ils n'ont pas ce souci de djihadisme qu'ont les sunnites. Ça fait une différence fondamentale dans le comportement. Donc, en Syrie, les sunnites sont majoritaires. Ils représentent à peu près 70% de la population. Alors que le régime, lui, est alawite. Et il représente, on ne sait pas très bien, parce que souvent les alaouites se cachent. Tout au long des siècles, ils ont été persécutés par l'Empire ottoman, et donc ils ont beaucoup appris à se dissimuler. Et puis les recensements récents sont sujets à caution, et puis de toute façon, depuis 4 ans, vous vous en doutez, il n'y a plus de recensement du tout. Donc, on estime qu'ils sont entre 13 et 18%, à peu près, de la population. Ça n'est pas rien, mais c'est très minoritaire tout de même. Donc il y a une frustration certaine chez les sunnites, qui rêvent de prendre le pouvoir depuis un certain temps, mais en réalité, il y a une bourgeoisie sunnite qui s'est tout à fait satisfaite du régime syrien alawite, et qui a pactisé, en quelque sorte, avec ce régime alawite, et en échange d'une certaine neutralité politique, ils tiennent les rênes économiques du pays. Il y a une sorte de partage du pouvoir entre les deux qui fonctionne assez bien depuis que le clan Assad a pris le pouvoir. Et c'est donc les islamistes, les filières islamistes, qui remettent en cause cet équilibre. Donc il y a 70% de sunnites, 15% pour simplifier d'alaouites, et 10% de chrétiens, chose qui doit nous préoccuper. Les alaouites, je vous ai dit, sont proches du chiisme. En réalité, c'est une branche dissidente du chiisme. Les sunnites, on va essayer de faire simple, sont à peu près homogènes. Il y a juste une tendance plus dure qu'on appelle les wahhabites, l'expression vous dit peut-être quelque chose, qui a le pouvoir en Arabie Saoudite. C'est la tendance dure, et en plus c'est la plus riche. Les chiites, eux, ont eu un petit peu plus de dissidence. Ils ont les alaouites. Et pour mémoire, ils ont les druzes, qui ont été importants tout de même dans l'histoire. Les druzes ont massacré beaucoup de chrétiens en Syrie au XIXe siècle, et au Liban également. Et puis pour mémoire, les ismaéliens. Ces alaouites, ils sont nés d'une dissidence du chiisme, mais ils s'en sont tellement séparés qu'à un moment donné, ils n'étaient plus considérés comme musulmans. D'ailleurs, quand on examine leur religion de près, en réalité, ils ne sont pas musulmans. Ça les a arrangés à un moment donné, et c'est très récent, ça date du XXe siècle, pas avant, de dire si quand même on est musulman, on aimerait bien être accroché au chiisme. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient un peu seuls quand même, et que le soutien de l'Iran leur paraissait nécessaire. Et donc tout à coup, ils se sont découverts au XXe siècle une vocation de musulmans. Mais en réalité, ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des chrétiens non plus. Même si dans les villages syriens où il y a des chrétiens et des alaouites qui vivent ensemble,
il est assez fréquent qu'au moment de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, du 15 août, parce que les Alaouites vénèrent la Vierge Marie, eh bien, ensemble, avec les chrétiens, ils font ripaille, ils boivent du vin. Pas un comportement musulman, ça. Mais ce ne sont pas non plus des chrétiens, parce qu'ils s'inspirent en réalité de multiples sectes perses, zoroastriennes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une très vieille religion perse, et d'une façon générale, c'est un syncrétisme religieux extrêmement complexe. D'ailleurs, pendant longtemps, cette religion a été secrète. Les initiés de la religion alaouite n'avaient pas le droit de révéler les secrets de cette religion sous peine de mort. Et donc, dans les cercles du pouvoir syrien, où il y a beaucoup d'alaouites, une majorité d'alaouites, vous avez différents cercles de connaissances religieuses où le supérieur n'est pas toujours celui qu'on croit. Vous avez en quelque sorte des cercles de la connaissance, un peu comme chez les francs-maçons, mais ça ne fonctionne pas comme chez les francs-maçons. Vous avez des cercles de la connaissance, et donc l'initié va faire un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle, et tant qu'il n'est pas dans le cercle suivant, il ne sait pas du tout ce qui se passe au-dessus. Donc c'est très original comme religion. Cette religion est détestée par les sunnites. Pour eux, ce sont pires que des chrétiens. Ils sont pires que des chrétiens parce qu'en plus de ça, ils se prétendent musulmans, ce qui est une escroquerie. Le chrétien syrien ne va jamais se prétendre musulman. Tandis que l'alaouite, maintenant, pour sa protection, se prétend musulman. Et c'est pour ça qu'ils ont été persécutés tout au long des siècles. C'est pour ça que aussi bien l'Empire ottoman que les sunnites les ont pourchassés impitoyablement. Et c'est devenu un peuple de la montagne. Et c'est devenu le peuple le plus pauvre. Pendant des siècles, les alaouites qui étaient capturés devenaient les esclaves des sunnites. Et donc c'est assez mystérieux que ce mouvement alaouite, minoritaire, composé des plus pauvres, qui ne faisaient même pas d'études, ait pu prendre un jour le pouvoir. Contre une majorité de sunnites, avec une bourgeoisie libérale sunnite tenant les leviers économiques et donc extrêmement évoluée. En fait, c'est vieux comme le monde. Étant donné que les sunnites dominaient tout ça et que le métier des armes leur paraissait vulgaire, pour les alaouites, le métier des armes était au contraire une sauvegarde. Ça leur évitait de devenir, pour les femmes, les bonnes à tout faire des sunnites, fort maltraités d'ailleurs, et pour les hommes, des paysans incultes grattant une terre où il n'y a pas grand-chose à faire pousser. Et donc les alaouites sont rentrés en masse dans l'armée. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Un jour, un alaouite, plus ambitieux, plus intelligent que la moyenne, qui s'appelait Hafez el-Assad, qui avait fondé dans les années 60 un parti qui voulait développer le panarabisme, c'est-à-dire en fait le développement du monde arabe, mais avec des ambitions laïques et non religieuses, parce que les alaouites, contrairement aux sunnites, ne veulent pas d'un pouvoir religieux, ils veulent d'un pouvoir laïque, et c'est d'autant plus compréhensible dans leur cas que les autres n'ont pas le droit de comprendre leur religion. Donc ils ne vont pas en faire une obligation de la respecter, ni un messianisme quelconque, ça ne les intéresse absolument pas. Et donc Hafez el-Assad, après avoir fondé ce parti, a très bien compris au bout d'un moment que son clan, le clan alaouite, tient l'armée. Et quand on tient l'armée dans ces pays-là, au bout d'un moment, on prend le pouvoir. C'est ce qu'il fait, et très intelligemment, il va rassurer les sunnites, il va rassurer cette bourgeoisie économique sunnite, et il va leur dire, ne vous inquiétez pas, continuez à faire vos affaires, vous pouvez même intégrer les leviers du pouvoir. Il y a eu des ministres sunnites, il y a eu des députés sunnites, c'est pour ça que cette guerre est assez compliquée, parce qu'elle se passe aussi entre sunnites, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Et donc ce partage de pouvoir a assez bien marché. Ensuite, Hafez el-Assad est mort, et c'est son fils, Bachar el-Assad, qui lui a succédé. Le méchant Bachar, qui tue son propre peuple, comme nous répète en boucle TF1, LCI, BFM, RTL, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Mais à peu près tous les médias. Je dis à peu près, mais non, tous les médias. Ce Bachar, il n'était pas du tout destiné à devenir le chef d'État syrien. Il avait fait des études de médecine à Londres et il se destinait à devenir ophtalmo. Profession fort respectable, mais qui conduit rarement à être le numéro 1 du pouvoir. Et puis, le successeur,
désigné, son grand frère, le fils aîné d'Hafez el-Assad, est mort dans un accident de voiture en Syrie un jour. Et l'accident semble un vrai accident. C'est extrêmement rare dans ces pays-là, mais je vous assure, c'était un vrai accident. Et donc, le papa a fait signe au fiston, et le fiston, pas du tout emballé. Il avait épousé, vous avez peut-être vu dans les photos de son épouse, je comprends qu'il n'ait pas eu envie de rentrer. Il l'a connue à Londres, c'était une sunnite syrienne, la fille d'un brillant cardiologue qui a fait carrière à Londres. Donc lui, il était très bien avec sa jolie cardiologue, enfin sa jolie fille de cardiologue, et il n'avait pas du tout envie de rentrer. Mais bon, papa avait dit de rentrer, et là non plus ça rigole pas, quand papa dit de rentrer, rentre. Et donc il s'est préparé à exercer le pouvoir. Papa meurt, Bachar arrive. Et au début, il fait un peu illusion en Occident, parce que justement, il y a une femme ravissante, qui n'est pas voilée, ce qui chez les sunnites est quand même pas si fréquent, donc elle a un look assez occidental, elle a vécu à Londres. Et donc les chefs d'État occidentaux se disent, tiens, on va peut-être pouvoir faire un petit peu plus d'affaires avec la Syrie, parce qu'il y avait quand même entre la France et la Syrie 2-3 petites bricoles. Ils ont quand même tué quelques paras, la fameuse affaire du Drakkar. C'était quand même le père Assad qui avait fait ça, il ne faut pas se voiler la face, c'est lui qui a fait ça. Et notre ambassadeur, Louis de Lamar, qui a sauté dans sa voiture. C'est le père Assad qui a fait ça. Tout ça parce qu'il voulait mettre la main sur le Liban et que la France ne voulait pas. Donc les Assad ne sont pas des enfants de cœur. Et alors le fiston, lui, il se dit, je vais peut-être quand même ouvrir un petit peu tout ça, libéraliser un petit peu tout ça. Et puis très vite, il s'est arrêté, parce qu'il a compris que les services de renseignement syriens, extrêmement puissants, n'allaient pas le laisser faire. Donc, prudemment, il a fait machine arrière, et il n'a pas libéralisé les régimes. Au contraire, au bout d'un moment, il se dit, bon, je vais poursuivre la politique de mon père, et je vais essayer de remettre la main sur le Liban. Simplement là, l'époque avait changé, il n'a pas pu, et prudemment, il est rentré chez lui. Il a quand même fait assassiner Rafik Hariri. Vous avez peut-être entendu parler de ce milliardaire sunnite qui abrite gratuitement Jacques Chirac dans un appartement somptueux qui a des grands Augustins. Jacques Chirac aura vécu toute sa vie au crochet des autres, de nous d'abord, pendant 40 ans, en tant que contribuable, et ensuite de ce clan milliardaire sunnite libanais qui s'appelle les Hariri. Et ça explique beaucoup de choses pendant la politique extérieure française. Et donc cette Hariri avait décidé que la famille Assad tomberait, que le clan alaoui tomberait. Et ça a été un des premiers à organiser des filières islamistes fournies en armement. C'est pour ça que Rafik Hariri, pour ceux qui ont entendu parler de son assassinat, qui avait fait du bruit quand même, Jacques Chirac était en pleurs évidemment, mais on lui a laissé son appartement parce que la famille est riche, et donc les enfants d'Hariri, reconnaissant de tous les services rendus, lui ont laissé son appartement. Et donc, Bachar, dans ce contexte-là, fait assassiner Rafik Hariri et essaye de consolider son pouvoir. Mais le printemps arabe, le pseudo-printemps arabe, est le prétexte à l'activation de toutes ces filières islamistes, qui sont surarmées, et c'est pour ça que dès le début, l'armée syrienne va être en difficulté. Dès le début, les combats vont être terribles, parce que tout est prêt. Rien n'est dû au hasard, rien n'est spontané dans toute cette affaire. Et donc les grandes villes, si on peut revenir sur la carte de la Syrie plus détaillée, les grandes villes, dont les noms vous sont maintenant familiers, Homs, Alep et Damas, sont déchirées par la guerre, très vite. Et alors quand on voit les témoignages de nos frères chrétiens d'Orient, c'est terrible. Alep était une ville où il y avait des dizaines et des dizaines d'églises, des milliers de pratiquants. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule église ouverte à Alep. Et encore, on se demande comment elle est ouverte. Elle est extrêmement menacée. Homs n'est plus qu'une ruine. Et ces villes sont donc coupées en deux. Aucun des deux camps n'a réussi à prendre le pas sur l'autre. Pourquoi ? Parce que les révoltés sunnites se sont très vite divisés. Ils sont très vite divisés parce que les filières d'armement et d'approvisionnement ne sont pas les mêmes. Vous avez des islamistes qui sont là, le long de la frontière du Liban, qui sont alimentés par les sunnites libanais, par la famille Hariri notamment. Et puis,
par la Jordanie et par la Turquie, arrivent les armes payées par l'Arabie Saoudite et par le Qatar. Alors pourquoi ces pays veulent absolument la fin du régime alawite? Tout simplement pour y mettre leurs amis, pour y mettre les sunnites. Le problème, c'est que c'est une espèce de course contre la montre. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser vu de loin, l'Arabie Saoudite et le Qatar ne sont pas si riches que ça. Ils sont presque aussi riches l'un que l'autre, ce qui est un petit peu surprenant, puisque l'Arabie Saoudite est quand même beaucoup plus grande que le Qatar. Mais en réalité, le Qatar est assis sur un tas d'or, aussi bien que le pétrole qu'avec le gaz. Et l'Arabie Saoudite également, ils sont en concurrence. Ils sont en concurrence pas seulement pour des raisons religieuses, pas seulement pour des raisons stratégiques, mais aussi pour des raisons tout simplement d'écoulement de leur production de matières premières. Et ça joue beaucoup. C'est un élément qui a été important dans le déclenchement du conflit. Pourquoi ce conflit a été activé? Pourquoi il a été accéléré? C'est aussi parce qu'il y avait un grand projet de gazoduc qui devait partir du Qatar, traverser la Syrie, remonter en Turquie, puis en Europe par les Balkans, et approvisionner l'Europe occidentale. L'Europe occidentale était très intéressée par ce projet parce que ça lui évitait de dépendre trop du gaz russe. Or, l'Europe occidentale dépend du gaz russe. Ça lui déplaît beaucoup parce que Poutine est méchant. Alors que les Qataris et les Saoudiens, ils sont gentils. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Et alors, Bachar el-Assad, contacté par les Qataris, tergiverse, hésite, et au bout d'un moment, dit non. Pourquoi il dit non? Il dit non pour ne pas déplaire à la Russie. Parce que l'Iran, à ce moment-là, est très affaibli. L'Iran est sous le coup des sanctions internationales. Parce que l'Iran veut éventuellement se doter d'armes nucléaires. Parce que l'Iran, quand même si je l'ai dit qu'elle n'était pas passionnée par les aventures extérieures, quand même, si un jour on peut se faire Israël, ce sera un petit bonheur pour le Hezbollah ou pour un ayatollah de base. Et donc, Israël ayant l'arme nucléaire, ce qui ne dérange personne, l'Iran dit moi aussi. Ah mais non. Et donc à ce moment-là se met en branle tout un système mené par les Américains pour écraser, non pas militairement, comme ils l'ont fait avec l'Irak, on va y revenir, mais économiquement, l'Iran. On ne peut pas écraser un pays de 80 millions d'habitants comme on l'a fait avec l'Irak. Donc ils ne se sont jamais embarqués dans cette affaire iranienne, c'est pas l'envie qui leur en manquait, et Israël les a beaucoup poussés à le faire. Mais non, on s'est contenté de les empêcher de fabriquer l'arme nucléaire. Des équipes du Mossad allaient spécialement en Iran assassiner tous les ingénieurs nucléaires iraniens, des dizaines sont morts comme ça, dans l'indifférence générale. Bon, après tout, c'est bonne guerre aussi, on peut comprendre. Et les Iraniens, donc, ont été extrêmement affaiblis par les sanctions américaines. Donc ils n'étaient plus en état d'aider véritablement la Syrie. Et donc à ce moment-là, la Syrie n'avait plus qu'un seul allié, la Russie. Pourquoi? Pour deux raisons. Et une troisième arrivera. Mais au départ, il y en avait deux. Premièrement, c'est la seule base en Méditerranée des Russes. Il y a un port, là, qui n'est pas marqué, mais qui est au sud de Latakia, tout près de Banyas, et qui s'appelle Tartus. C'est le grand port militaire russe. Et donc, pour les Russes, pas question de perdre ce port. Alors, bien sûr, si l'État islamiste prend le pouvoir, le port y restera, parce qu'ils ne vont pas être assez fous pour s'attaquer à ça, parce qu'il y a du lourd, comme on dit. Mais tout de même, ce sera très inconfortable. Et puis ils sont assez fous pour faire quand même se lancer dans des opérations délirantes, ça va compliquer la vie de la Russie. Donc ça, c'est quand même un problème de perdre cette base-là. La deuxième raison, qui est une raison assez noble, c'est que ces chrétiens d'Orient, on dit toujours les chrétiens d'Orient, c'est comme les musulmans, ils sont divisés. Et il y a beaucoup d'orthodoxes. Il y a même une majorité d'orthodoxes. Les chrétiens d'Orient rattachés à Rome sont minoritaires. Il faut le savoir. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails entre les Syriaques, les Melkites, les Assyriens, les Chaldéens. Je peux, si vous voulez, mais je crains que ce ne soit là un peu aride. Donc, on va se contenter
de rappeler qu'il y a une majorité d'orthodoxes et une minorité de catholiques. Et donc, la Russie, c'est pas comme l'Occident, c'est pas comme la France, on laisse pas tomber nos amis. Et les Russes ne laisseront jamais tomber leurs frères orthodoxes syriens. Vous me direz, quand même, la Serbie, le Kosovo, tout ça. Eh bien oui, mais justement, ils n'en avaient absolument pas les moyens à ce moment-là. Il faut se repencher pour comprendre tout ce qui se passe, un tout petit peu sur l'évolution de la Russie. C'est tout à fait fondamental parce qu'on est au cœur du sujet. Lorsque le régime soviétique s'effondre, c'est Boris Eltsine qui chasse le pauvre Gorbatchev, qui n'avait pas compris qu'en entr'ouvrant la porte, ce serait un océan qui lui dégringolerait sur la figure. Et donc Boris Eltsine liquide l'Empire soviétique. Il concède l'indépendance à tout le monde. L'Ukraine, la Biélorussie, les Pays-Bas, il considère que c'est trop gros. Le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, enfin tous les stans que vous voulez. Puis en plus, tu disais, tout ça sont des pays musulmans, c'est compliqué à gérer. Dehors. Pas si bête, Eltsine. On l'a beaucoup critiqué en Occident, en le traitant d'alcoolique. C'est vrai qu'il a fini alcoolique. Mais même quand il l'était un peu, ça a été un assez brillant stratège. Les livres d'Hélène Carrère-Dancos, grande spécialiste de la Russie, le réhabilitent à juste titre sur ce sujet-là. Parce qu'il a très bien compris que son empire pouvait s'effondrer, mais totalement. Et que tout ça pouvait finir dans une anarchie épouvantable. Ils ont frôlé l'anarchie, ils ont même été un peu en anarchie. D'ailleurs, tous ces oligarques russes multimilliardaires, ont profité de cette anarchie pour mettre la main sur les matières premières russes. On s'étonne que de temps en temps, il y en ait un qui finisse en prison, mais ils ont juste volé le sous-sol russe, le sous-sol de leurs compatriotes. Alors qu'il y en a un de temps en temps qui aille faire un petit tour pour se dire que la Sibérie existe toujours, quels que soient les régimes. Bon, finalement, là aussi, c'est pas une guerre. Et donc, Boris Eltsine liquide l'Empire parce qu'il sait que c'est sa seule chance d'arriver à maintenir une Russie à peu près en bon état. Malgré tout, 10 ans après, il ne reste pas grand-chose. L'armée est dans un état épouvantable, il n'y a plus de police, on a liquidé le KGB, il reste à peu près plus rien. Et donc là-dessus, il y a un petit homme qui vient de Saint-Pétersbourg, maire adjoint de Saint-Pétersbourg, et qui va remonter les filières du pouvoir. C'est vrai, les médias occidentaux rappellent toujours, ancien officier du KGB. Oui, ancien officier du KGB. Tous les dirigeants russes actuels sont anciens membres du Parti communiste, du KGB, ou ceci ou cela, évidemment. Comme ils ont exterminé tous les autres, il ne reste rien. Alors, s'il n'y a pas de génération spontanée, il faudra des décennies et des décennies pour reconstruire, notamment une intelligentsia orthodoxe religieuse, elle aussi a été exterminée. Les seuls qui ont survécu, c'est ceux qui ont pactisé avec le régime. Ils ont été très très loin dans le processus. Et donc, ce regain de pouvoir auquel on assiste, c'est la lente ascension de Poutine. Dès le début, Poutine veut redonner de la puissance à la Russie. Et il assiste, consterné, à toute une série d'humiliations, il ne peut rien y faire. Ça commence par la première invasion de l'Irak, par le père Bush, qui trouve que c'est idiot. D'ailleurs, c'était idiot. Mais il ne peut rien faire. Il ne peut même pas dire « je suis contre », que tout le monde s'en fiche. C'est agaçant. Et comme il a le sens de la dignité, il s'en fiche. Pas comme Hollande, qui lui dit « ah non, je ne suis pas d'accord », mais ça, tout le monde s'en fiche pour le coup. Mais il continue à le dire quand même. Tandis que Poutine, lui, ne dit rien. Et ensuite, il y a la sordide affaire de la Serbie et du Kosovo. On a réussi en Europe, certes sous l'influence américaine, mais enfin quand même, on était très partie prenante dans l'affaire, à bombarder un pays chrétien pour installer une enclave musulmane totalement tenue par les réseaux mafieux et islamistes albanais. C'est quand même un exploit assez exceptionnel qu'aura fait l'OTAN à ce moment-là, en forçant la Serbie à abandonner une province historique, où certes les musulmans étaient majoritaires. Voilà, nous, on abandonne la Seine-Saint-Denis. À ce compte-là, il n'y a pas raison. C'est quand même pas une majorité qui fait qu'on peut... bon. Et quand je dis la Seine-Saint-Denis, je suis optimiste. Marseille, peut-être aussi. Et donc, cette volonté de puissance, de réarmement, va l'obséder. Il faut redonner sa puissance à la Russie. Donc, il faut refaire une armée, il faut refaire une police. Et il va s'y employer patiemment. Malgré ça, il y a la deuxième intervention américaine en Irak, encore plus catastrophique que la première, puisque cette fois, on renverse le régime.
régime là aussi, dictature laïque. Une clé de lecture qu'il faut toujours avoir. Première clé de lecture, sunnite, chiite. Qui est sunnite, qui est chiite dans cette affaire? Et ça, c'est la deuxième clé de lecture. Et donc, redonner puissance à l'armée pour empêcher toute la série d'humiliations extérieures qu'ils ont subies. Cette deuxième invasion d'Irak, donc, va permettre aux chiites de reprendre le pouvoir en Irak. C'est normal, ils sont majoritaires. Parce que les Américains sont partis d'un principe très simple, il faut restaurer la démocratie. Bon, ils se moquent de nous, c'est absolument pas leur idée. Leur idée, on va y revenir, c'est autre chose. Mais ça permet de dire, bah oui, écoutez quand même, ce régime n'est pas démocratique, comme si ça les gêne en Arabie Saoudite et au Qatar. Depuis quand l'Arabie Saoudite et le Qatar sont bon. Mais, et en Irak, ça aboutit à quoi? Mais comme les chiites et les sunnites se détestent, ça n'a pas de sens la démocratie dans ces pays-là. C'est pas bien de dire ça, c'est pas politiquement correct, mais c'est une réalité. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il n'y a absolument aucune démocratie dans ces pays-là, mis à part le Liban. Parce que le Liban, ils se sont mis d'accord, alors moi je suis président, toi le sunnite t'es premier ministre, toi le chiite t'es ceci, t'es cela. Ils ont fait un... Mais, enfin, ils ont quand même eu 15 ans d'une guerre civile terrible. C'est quand même un petit peu compliqué ces histoires-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, on a renversé le sunnite laïque, Saddam Hussein, et puis on a fait des élections. À surprise, les chiites ont gagné. Ça, alors là, vraiment, donc formidable, on a rétabli la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chiites ont persécuté les sunnites, ils se détestent de toute façon. Et puis comme avant, eux étaient vaguement persécutés régulièrement par Saddam Hussein, ils se sont vengés. Et donc, on a créé, c'est la première armée islamiste qui arrive. Un bis, on va dire. Il y en a une avant, c'est Ben Laden, armé par les Américains, payé par les Américains en Afghanistan pour embêter les Soviétiques. C'est fou ce qu'on peut faire quand même de temps en temps. Cette guerre froide, qui est terminée, elle recommence d'une certaine manière. Alors à l'époque de l'Afghanistan, on se disait ouais, mais pour lutter contre l'armée rouge, c'est quand même bien de donner des missiles Stinger à ces braves insurgés afghans. Les braves insurgés afghans, c'était Ben Laden qui les commandait. Il ne faut quand même pas oublier ça. Donc ils ont créé un monstre qu'ils ne contrôlent plus. Et l'acte 1 bis de la création du monstre, eh bien, c'est l'invasion de l'Irak. Et l'invasion de l'Irak produit, peut-être Zarqawi, c'est devenu une expression, fais pas ton Zarqawi, c'est devenu Zarqawi, celui qui à Fallujah se battait contre les Américains, ils en ont tué beaucoup d'ailleurs, ça a été une guerre difficile, parce que contre les fanatiques, même s'ils ne sont pas des combattants, les meilleurs stratèges du monde sont des combattants courageux, et puis en plus, si je meurs, je vais directement au paradis, donc ça aide un petit peu aussi. Donc, voilà. Et donc ça a été des combats terribles, mais ça a été surtout, à l'arrivée, la création de la première vraie armée islamiste. Et les Américains, pour aller jusqu'au bout de la stupidité insondable qui les anime quelquefois, surtout au Proche-Orient, ont décidé de démanteler totalement l'appareil irakien. Donc les officiers, chassés de l'armée, solde zéro. Les fonctionnaires, tous membres du parti Baas, le parti qui dirigeait l'Irak était le parti Baas, tous les membres du parti Baas, dehors. Ils étaient tous fonctionnaires, forcément, par protection. D'ailleurs, c'est l'œuf et la poule. Est-ce qu'ils devenaient fonctionnaires parce qu'ils étaient bassistes, ou est-ce que pour devenir fonctionnaires, ils adhéraient au parti bassiste? Peu importe, les Américains ne se sont pas embarrassés de détails. Pour eux, la vie est simple. Il y a les gentils, il y a les méchants. Ils n'ont jamais compris que l'Orient, c'est compliqué, comme disait le général de Gaulle. C'est une rare phrase. Bon, bref. Et donc, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Donc tout ça a abouti à la première vraie armée islamiste. Qui sont les premiers stratèges aujourd'hui de ce qu'on appelle l'État islamique? Qui sont les premiers stratèges? Mais des anciens officiers de l'armée irakienne, en Irak et en Syrie, parce que la frontière n'existe pas. D'ailleurs, les frontières n'ont jamais existé, en réalité. Ça encore, c'était une idée d'occidental, cette espèce de tracé invraisemblable. Et puis là, ce petit bout qui manque, grande humiliation pour la Syrie. Il y a Antioche, il y a plein de chrétiens là-dedans, et on l'a donné à la Turquie, parce que comme ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle restait neutre. C'est quand même formidable avec les Occidentaux pour inventer des trucs pareils. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles les Syriens et les Turcs se détestent, une des raisons, il y en a beaucoup d'autres. En réalité, le Erdogan, le nouveau sultan turc, le sympathique Erdogan, a fait ami-ami avec Bachar el-Assad jusqu'à la guerre, parce que justement, le gazoduc qatari qui allait traverser la Syrie, aller en Turquie, traverser les Balkans, ça l'intéressait beaucoup, cette histoire. Donc,
pas véritablement de frontières, tout ça est complètement poreux, et les premières milices islamistes sont totalement animées par des anciens officiers irakiens. Ce qui donne quand même, malgré tout, une certaine efficacité militaire relative, parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais tout de même, ils avaient fait la guerre, ils avaient un peu d'expérience, et donc, par rapport à l'armée syrienne, qui a quand même jamais été exceptionnelle, on parle toujours de l'armée syrienne, oui, ils sont motivés parce qu'ils sont alaouites, et les sunnites qui y sont, de toute façon, quand ils tombent aux mains de l'État islamiste, ils sont égorgés de la même manière. Avec peut-être un peu plus de raffinement pour les alaouites, pour leur apprendre à être alaouites, mais en gros, ils se font tous égorger. Donc ils se battent courageusement parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ça n'a jamais été une bonne armée. Jamais. Quand ils ont attaqué Israël, ils se sont pris des roustes quand même très très rapidement. Sauf une fois au moment de la guerre du Kippour, où là ils avaient beaucoup de chars soviétiques, et il y a eu un combat de chars sur le plateau du Golan. Ça a été, d'ailleurs on ne le dit pas assez souvent, mais ça a été la plus grande bataille de chars de l'histoire. Entre les chars israéliens, donc les chars américains, et les chars syriens, c'est-à-dire les chars soviétiques. Ils aiment beaucoup se faire la guerre par pauvres indigènes interposés qui se terminent par milliers. Et donc les Israéliens ont gagné cette bataille de chars, mais de justesse. Ça a été assez compliqué. Même Koursk, sur le front d'Est, il y avait moins de chars. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'État islamiste, assez vite, a pris de l'importance. D'abord parce que lui, il savait ce qu'il voulait. Il voulait prendre le pouvoir et égorger tout ce qui n'était pas lui. Simpliste, mais au moins, ça a le mérite de la clarté. Tandis que vous aviez toute une série d'autres milices, plus ou moins islamistes, où là vous êtes dans une nébuleuse qui est très complexe. Pourquoi est-elle complexe? Parce que les gens changent de camp tout le temps. Qu'on arrête de nous faire croire. Alors il y a les méchants, c'est l'État islamiste. Après, tout le reste, c'était des gens bien. Laurent Fabius, notre ineffable ministre des Affaires étrangères, a dit le front Al-Nosra fait du bon boulot. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est la deuxième plus grande armée islamiste en Syrie, derrière l'État islamique, dit Daesh. La deuxième, donc, c'est le front Al-Nosra, qui est juste affilié à Al-Qaïda. Juste. Mais Laurent Fabius a dit le front Al-Nosra fait du bon boulot. Il faut quand même le faire, c'est extraordinaire. Et donc, ça c'est la deuxième grande milice. Et puis le reste, c'est une nébuleuse où vous avez des effectifs de 5 000, 10 000 maximum, armés les uns par les Qataris, les autres par les Saoudiens. Et tout ça change de camp en fonction du montant de la solde. Vous avez des articles très intéressants écrits par des locaux qui disent « Bon alors moi j'ai changé de camp parce que j'étais à 150 $ par mois, je passe à 200. » Et donc ils changent de camp. Et l'armée syrienne libre, vous savez, l'armée syrienne libre, on nous rebat sans arrêt les oreilles avec cette armée syrienne libre. Ça n'a jamais existé, l'armée syrienne libre. D'abord ceux qui prétendent en faire partie, qui prétendent la diriger, et qui prétendent être le futur pouvoir, pour la plupart d'entre eux, ne vivent plus en Syrie depuis des décennies. Ils sont totalement inconnus des Syriens. Alors vous en avez à Paris, vous en avez à Londres, vous en avez à Washington, alors on les montre, on les sort, et ce sont des types qui ont immigré, pour certains, il y a 30 ans. D'accord, comme opposants, bien d'accord, mais ils ont immigré il y a 30 ans, ces types n'ont aucune légitimité pour représenter un quelconque régime syrien un jour. Et cette armée syrienne libre, c'est une fiction inventée par les Occidentaux pour se débarrasser de Bachar el-Assad. Pourquoi veulent-ils absolument se débarrasser de Bachar el-Assad? Il y a la question du gaz, et il y a la question des alliés saoudiens et qataris. Ça, ce sont les deux premiers points qu'on a déjà vus. Et puis il y a un troisième point qu'on ne souligne pas assez, qui est la sécurité de l'État d'Israël. Quand j'étais jeune, j'avais un prof d'histoire brillant, qui s'appelait Raoul Girardet. Et Raoul Girardet, son nom dit sûrement quelque chose à beaucoup d'entre vous, c'est un esprit brillantissime. Il m'avait dit, mon vieux, tu n'as rien compris. Je venais de faire un exposé sur la politique extérieure américaine. Tu n'as rien compris. Tu ne comprendras la politique extérieure américaine que si tu te mets dans la tête une seule chose, quid de la sécurité de l'État d'Israël. Il y a plus de juifs à New York que dans tout l'État d'Israël. Quand tu auras compris ça, alors maintenant c'est plus vrai, mais à l'époque c'était vrai. Et donc quand tu auras compris ça, tu auras compris l'obsession américaine. L'obsession américaine, c'est la sécurité de l'État d'Israël. Bon, je ne commande pas ça. Simplement, il faut le savoir. Il faut avoir ça en tête. Et quel est l'intérêt
d'Israël dans tout ça? L'intérêt d'Israël pour sa survie, c'est qu'il n'y ait pas de grande puissance. Et c'est pour ça qu'il faut écraser les grandes puissances. Comment on écrase une grande puissance? En la divisant. Et donc, le rêve ultime des États-Unis, d'Israël au départ, des États-Unis ensuite, et des Occidentaux maintenant, on commence à le dire, mais c'est une partition de la Syrie. D'ailleurs, c'est bien parti pour, parce que c'est peut-être le moment de passer au front, aux opérations militaires, avec les forces en présence. Vous voyez qu'on est déjà, si on regarde juste les couleurs avant de voir ce que ça représente, on est déjà quasiment dans une partition. Qu'est-ce que vous avez là en vert? Vous avez les Kurdes. On n'a pas encore parlé des Kurdes. Un mot sur les Kurdes. Les Kurdes sont censés être musulmans. En fait, ça ne les passionne pas. Les Kurdes sont Kurdes. Avant tout. Ils ont une identité très forte. Ils sont Kurdes avant tout. Le hasard de la vie, des conquêtes et des ralliements au régime en place font qu'ils sont musulmans. Mais en réalité, c'est pas important pour eux. En aucun cas, ils auront un jour un pouvoir religieux. Ils sont tout à fait contre ça. Et donc, eux, ils sont très nombreux dans toute cette partie-là. Et également ici. Donc là, ça c'est la partie irakienne, où vous avez Erbil, qui est la grande ville kurde. Là, vous avez Mossoul, qui était, hélas, la grande ville chrétienne, mais qui est tombée aux mains de l'État islamique, mais où il y avait beaucoup de Kurdes aussi. Entre parenthèses, les Kurdes, il ne faut pas croire qu'ils soient très sympathiques. Les médias occidentaux, depuis l'affaire de Kobané, vous vous rappelez, le fameux siège de Kobané, tout à fait contre la Turquie, l'État islamique a pris Kobané, qui était une ville alors intégralement kurde. Et les Kurdes ont voulu reconquérir Kobané. Et là, vous avez eu des combats extrêmement violents, qui ont tenu le monde en haleine pendant 1 mois. C'est la seule fois où l'aviation américaine est intervenue avec efficacité et vigueur. Vraiment la seule fois. Autrement, ils balancent des bombinettes et ils font vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pour la galerie, en quelque sorte. On y reviendra sur la politique d'Obama, parce que c'est intéressant. Et donc, à Kobané, ils ont mis le paquet, ils ont chassé l'État islamique, et les Kurdes ont repris le pouvoir. Pour Mossoul, on n'a pas fait ça, c'est une ville chrétienne. On va quand même pas passer son temps à sauver des villes chrétiennes, ça n'a pas d'intérêt. Mais il faut quand même avoir une pensée nue pour Mossoul, même si c'est en Irak. Parce que Mossoul, c'était une ville où non seulement il y avait beaucoup d'églises, il y avait beaucoup de chrétiens, mais il y avait de très nombreux moines, de très nombreux dominicains. Et c'était une élite intellectuelle irakienne. Et quand l'État islamique est rentré dans Mossoul, pourquoi est-il rentré? Parce que les Kurdes ont abandonné Mossoul. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont estimé que la défense de Mossoul leur causerait trop de pertes. Et comme les Kurdes, les habitants kurdes étaient déjà à l'abri, contrairement aux chrétiens, ils ont dit on va quand même pas mourir pour des chrétiens, et ils ont taillé là. Et les chrétiens ont eu en gros entre 2 et 3 heures pour partir. Et il y a cet épisode courageux de ce moine dominicain qui, depuis 2 ans, avait compris ce qu'allait se passer et compilait sur des CD ou des clés USB ou je ne sais quoi, compilait tous les manuscrits dont il savait qu'il ne pourrait pas les emporter. Il a emporté les plus précieux, y compris des incunables, des manuscrits du 9e, 10e, 11e siècle, qui sont maintenant en sécurité, en France d'ailleurs pour certains. Et les autres, il les a copiés patiemment pendant 2 ans. Il faisait ça nuit et jour. Et il est parti le dernier, dans sa voiture, heureusement, il avait prévu une grosse bétaillère pour emporter le maximum de documents. Et au moment où l'État islamique rentrait, lui, il quittait la ville, le dernier, chargé de documents. Il a fait de belles conférences à Paris pour expliquer ça. Et il concluait ses conférences en disant, surtout la première conférence, en disant, vous savez, Mossoul, c'est une des plus anciennes villes chrétiennes du monde. Eh bien, pensez-y, parce que dimanche prochain, pour la première fois depuis 2000 ans, les cloches ne sonneront pas à Mossoul. Tout de même émouvant. Et donc, rien que ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. Et la grande cathédrale de Mossoul est devenue un centre de torture de l'État islamique. Quand on voit ça, on se dit que peut-être on pourrait se donner un tout petit peu de mal pour reconquérir Mossoul, où, selon les dernières informations, il y a 500 combattants de l'État islamique. 500. Et en face, on n'est pas capable de faire une opération pour délivrer Mossoul. Bon. C'est là où on voit quand même que dans tout cela, les objectifs recherchés ne sont pas toujours ceux qui sont affichés. Alors si on prend maintenant les opérations militaires syriennes, donc
le futur Kurdistan, parce que ça se finira comme ça, avec un futur pays des Kurdes, auront cette partie de l'Irak et le nord de la Syrie. Et c'est pour ça que les combats ont été aussi violents à Kobané, parce que les Kurdes aimeraient bien finir, boucler la boucle. Et là, il y a des islamistes. Et donc c'est pour ça qu'ils s'entendent avec l'armée syrienne, qu'ils détestent par ailleurs. Mais là, contre l'ennemi commun, ils ont fait une petite alliance. Et le Turc Erdogan, qui lui n'a aucune envie d'avoir un Kurdistan, il les a beaucoup exterminés. Les Turcs exterminent beaucoup de gens d'une façon générale. On ne dira jamais assez le mal qu'aura fait l'Empire ottoman puis la Turquie, non seulement au monde chrétien, mais au monde tout court. C'est vraiment l'empire du mal, pour le coup, pour reprendre l'expression de Bush qui s'appliquait à l'Irak, c'est tout de même un tout petit peu exagéré. Et donc, que fait la Turquie? Elle arme au maximum les islamistes, elle laisse passer tous les combattants djihadistes de la planète, je dis bien de la planète, parce que ça vient de la planète entière, pour non seulement combattre Bachar el-Assad, qui est devenu son ennemi numéro un, mais également les Kurdes. D'ailleurs, vous avez vu à quel point la duplicité turque est incroyable, parce que le jour où les Américains ont dit aux Turcs « Bon, maintenant ça suffit, vous êtes dans l'OTAN, quand même, vous pourriez faire un effort et nous aider un petit peu. » Les Turcs ont dit « Bon, d'accord, on va bombarder. » Ils ont bombardé exclusivement des Kurdes. Mais exclusivement. Vous imaginez. En temps normal, avec des médias normaux, on pourrait dire « Mais quand même, ils se moquent de nous. » Non, le sujet a été vaguement évoqué en disant « Ah oui, quand même. » Bon. Et donc, pas une fois, les Turcs n'ont bombardé les islamistes. Pas une fois. Mais c'est normal d'ailleurs, c'est leur allié. Donc il faut qu'on arrête de croire que les Turcs puissent être nos alliés. Mais là, vous avez vu, il y a le Sésame, il y a une base de l'OTAN. Donc les Turcs sont nos alliés. Pendant un certain temps, quand même, ils ont refusé que les avions américains décollent de cette base pour aller bombarder l'État islamique. Ils ont refusé. Pas grave, allez, c'est des amis, on ne va pas se fâcher pour ça. Donc, la partie kurde. Et puis ensuite, vous avez toute cette partie qui est prise par l'État islamique. Et alors, c'est assez intéressant d'observer sur Internet, pour ceux que ça intéresse, les cartes. Les cartes des conquêtes de l'État islamique. Il y a une duplicité qui est assez amusante. Il ne faut jamais donner l'impression que l'État islamique est trop puissant. C'est pas terrible, et puis ça pourrait donner envie à certains de dire finalement Bachar el-Assad, est-ce que c'est pas si mal au fond? Est-ce que pour les chrétiens, ça peut peut-être éventuellement leur éviter de se faire égorger jusqu'au dernier? Eh bien pour ça, on ne met pas les bonnes couleurs. En réalité, les bonnes couleurs, mais tout est foncé. Tout ça appartient totalement à l'État islamique. Pourquoi ils le mettent là? Parce que c'est du désert. Oui, d'accord, c'est du désert. Mais si vous croisez une bétaillère dans le désert, ce sera une bétaillère de l'État islamique. Ce ne sera jamais une bétaillère alawite, ou américaine, ou iranienne. Jamais. Donc, en réalité, toute cette zone, qu'elle soit foncée, qu'elle soit claire, est totalement tenue par l'État islamique. On va jusqu'à Palmyre. Une petite larme pour Palmyre, quand même. Le plus beau site gréco-romain du monde, le plus beau, qui est consciencieusement dynamité, mois après mois, par ces fous de l'État islamique. Entre parenthèses, on peut quand même se poser la question. Pas un journal ne se l'est posé, pas une télé ne se l'est posé, pas une radio ne se l'est posé. Palmyre, c'est des temples gréco-romains, magnifiques, somptueux, et posés au milieu du désert. D'accord? La reine Zénobie, c'était une reine qui régnait sur un désert. Eh bien, il faudra quand même un jour nous expliquer comment, depuis Raqqa, parce que Raqqa c'est la capitale de l'État islamique, ils sont là, comment on est allé de Raqqa à Palmyre, en plein désert, sans se faire zigouiller par l'aviation américaine. Il faudra quand même un jour se poser la question, pourquoi ont-ils laissé sciemment Palmyre se faire prendre? C'est assez mystérieux, parce que stratégiquement, ça n'a pas grand intérêt. Et puis, sur le plan artistique, si on peut dire, sur le plan culturel, beaucoup plus large que sur le plan artistique, sur le plan même de notre civilisation, c'est un vrai drame. Alors, d'accord, les Américains et la culture gréco-romaine, vous me direz, bon, ils n'étaient pas censés savoir. Enfin, quand même, on pouvait un tout petit peu s'intéresser à ça, et surtout, c'était l'occasion. Il y avait plusieurs milliers d'hommes qui ont convergé. Pourquoi n'a-t-on rien fait? Personne n'a la réponse, mais surtout personne ne pose la question. C'est ça qui est incroyable. Personne ne pose cette question-là. Donc on a pris Palmyre. J'ai quand même lu dans Le Monde, le brillant journal, qu'il faut lire quand même parce que c'est intéressant, mais alors, il faut vraiment le faire avec un pince-nez. Eh bien, Le Monde a dit, tout de même, l'armée alawite, après 8 jours de combat, et 500 morts, accessoirement, s'est retirée.
laissant ce joyau de la civilisation aux mains de l'État islamique. Il faut lire ça quand même. Il faut lire ça. Bon. Alors là, on est au bout du bout de l'État islamique. Et puis ensuite, les autres tâches. Alors vous avez là le régime. Il ne reste plus grand-chose, mais c'est quand même 80% de la population. Pas oublier ça. Et donc vous avez le grand port de Latakia, là où les Russes sont en train d'atterrir et de décoller tous les jours. Vous avez Hama, vous avez Homs, mais tout ça est coupé en deux. Vous avez Damas, où la situation n'est pas si confortable que ça, puisque plusieurs quartiers de Damas sont aux mains des islamistes. Et c'est là où on voudrait nous faire croire qu'il y a des islamistes modérés, ou des insurgés modérés, ou une prétendue armée syrienne libre. Non. Il y a des factions islamistes qui changent de nom régulièrement, qui changent d'effectifs régulièrement, et qui changent de solde, parce que vous avez compris que la solde joue un rôle extrêmement important. Ils sont d'accord juste sur un truc, c'est quand ils tiennent en main un alaouite, il faut l'égorger. Un chrétien de temps en temps. Mais les chrétiens sont mieux traités que les alaouites. Il ne faut pas croire que les chrétiens se fassent égorger à chaque fois, il faut être juste. L'alaouite, oui, lui n'a aucune chance de s'en tirer parce que c'est un hérétique. Le chrétien, c'est plus lointain, leur histoire de croix, c'est bizarre, mais bon, après tout, s'il paye la rançon, c'est dans le Coran, hein. S'il paye la rançon, il a l'abysso. S'il se convertit, c'est bien. S'il ne se convertit pas, il faut qu'il paye. Alors s'il ne se convertit pas et qu'il ne paye pas, il meurt. Mais tout ça est codifié. Bon. Donc, c'est là où les combats sont actuellement les plus violents, dans cette frange-là. Là, pour l'instant, personne n'y va, à part Deir ez-Zor, où vous avez la population, c'est une des rares villes à l'est où il y a beaucoup de chrétiens. Vous avez une population chrétienne et alaouite, et sunnite également, qui n'a aucune envie de devenir islamiste, qui est encerclée par les islamistes depuis 3 ans, mais ça tient. Combien de temps? Mais ça tient. Et donc c'est pour ça, on a accusé les Russes de ne bombarder que les modérés. D'abord, il n'y a pas de modérés. Mais ils ont beaucoup bombardé aussi autour de Deir ez-Zor, alors qu'ils n'y ont pas d'intérêt stratégique. Et ils font ça pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui, si Deir ez-Zor tombe, se font égorger. Et dans ces chrétiens, vous avez 70% d'orthodoxes. C'est pour ça qu'ils vont prendre le risque pour aller jusque-là, pour bombarder une ville qui n'a pas d'intérêt stratégique. Parce que eux, ils sont fidèles à leur co-religionnaire, contrairement à nous. Et sinon, aujourd'hui, le gros des combats se fait là. Ici notamment, autour d'Idleb, la province d'Idleb. Ce sont ces combats-là, c'est la chute d'Idleb qui a provoqué l'intervention russe. Parce qu'à partir du moment, l'armée syrienne résistait là depuis 4 ans. Et puis, au moment où on commençait à penser que les Russes allaient s'en occuper d'un petit peu plus près, les Saoudiens et les Qataris ont accéléré leur livraison d'armes. Et surtout, la CIA a livré des centaines et des centaines de missiles anti-chars. Pas directement. Ça, ils le font de façon plus parcimonieuse et ils ne livrent pas des armes aussi sophistiquées. Mais aux Saoudiens, qui les ont illégaux, livrés aux islamistes. Et à ce moment-là, l'armée syrienne, qui ne tient que par ses chars, elle a des milliers de chars russes, s'est fait exterminer. Ils ont eu, en 15 jours, 150 chars détruits par ces nouveaux missiles. Et alors ces nouveaux missiles, c'est impressionnant quand on voit les vidéos. On appuie sur un bouton, il n'y a pas besoin de viser. Pour être à peu près dans l'angle, on appuie sur un bouton, puis après on le guide tranquillement jusqu'au bout. Et c'est impressionnant de voir cette petite truc rouge qui fait des virages, qui contourne, et puis qui finit directement sur le char, dont il ne reste plus grand-chose. Et donc ils ont perdu 150 chars. Et donc évidemment, alors à chaque fois, moi ça me fait quelque chose quand même, parce que dans ces 150 conducteurs de chars et équipages, je me dis qu'il y avait au moins à chaque fois un tiers de chrétiens. Pensez à ça aussi dans les bilans. D'ailleurs, j'en profite pour être sûr de ne pas oublier les bilans. Je reviendrai là-dessus juste après, mais il ne faut pas oublier d'en parler. Vous avez peut-être lu quelquefois ou entendu qu'à la suite d'un bombardement du méchant Bachar el-Assad, dans la banlieue de Damas, de Homs, il y avait eu 27 morts, dont 8 enfants. Et 17 blessés, dont 4 enfants et 2 graves. Cette précision chirurgicale dans une guerre pareille, de la même façon, on lui dit 250 000 morts. Chapeau. Encore là, on peut avoir des ordres de grandeur, mais la précision chirurgicale des bilans, des bombardements de l'armée syrienne censée tuer des civils, c'est assez épatant. En fait, vous vous apercevez au bout d'un moment
que la source est unique. Il y a une seule source pour ces bilans. L'Observatoire syrien des droits de l'homme. Pour ceux qui écoutent les nouvelles régulièrement, vous avez sûrement entendu ça. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 17 morts, dont 6 enfants. Vous imaginez, il y a un bombardement dans la banlieue de Damas, et puis il y a un brave Pékin qui vient avec son portable, il regarde, il compte, et puis ensuite il téléphone à l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il dit voilà, j'ai compté 17 morts, dont 4 enfants. Très bien. L'Observatoire syrien des droits de l'homme est basé à Londres. Alors, on dit à Londres, oui, mais ils ont beaucoup de correspondants sur le terrain. Crédibilité du correspondant. En réalité, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a été créé par les frères musulmans. C'est une confrérie dont je ne vous ai pas encore parlé, parce qu'elle est surtout égyptienne. Mais elle a un petit peu de puissance également en Syrie. Une des milices de la province d'Idleb, là, est une milice de frères musulmans. Ils ont été le fer de lance au début, parce qu'ils étaient bien armés par l'Arabie Saoudite. Et donc, ces frères musulmans, d'une confrérie totalement islamiste, ont créé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Habilement, droits de l'homme, ça rassure. À Londres, on se dit, oh, bah, c'est des braves opposants. Et ils ont tout un réseau d'informateurs sur le terrain qui les tiennent au courant. Donc, tous ces bilans mais sont totalement falsifiés. D'ailleurs, la plupart du temps, on ne sait même pas qui a bombardé qui, en réalité. Ils sont quelquefois à 10 mètres les uns des autres. En plus, maintenant, ils font comme en 14-18, ils creusent des souterrains, ils se font sauter les immeubles où les tireurs embusqués du camp d'en face sont. Comment voulez-vous faire des bilans là-dedans? Alors évidemment, il y a des civils qui meurent, mais reconnaître un obus de l'armée syrienne, on l'a sûrement tué, et d'un obus islamiste, enfin, c'est une plaisanterie. La réalité, c'est que tous les morts sont mis au compte de l'armée syrienne. Tous. Et ça permet de faire la rengaine éternelle, cet homme qui tue son propre peuple. C'est extraordinaire. C'est une guerre civile, d'abord, au départ. Donc évidemment, dans une guerre civile, on ne tue pas le peuple d'à côté. On tue son propre peuple et on se fait tuer par son propre peuple selon les camps. Mais de toute façon, aujourd'hui, ça n'est plus une guerre civile. Et on ne tue pas son propre peuple. Puisque, aujourd'hui, l'État islamique est composé d'environ 20 000 combattants, auxquels vous rajoutez 20 000 informateurs. Informateurs plus qu'informateurs, d'ailleurs, plus 20 000 aides, en quelque sorte. C'est-à-dire que, à tel ou tel endroit, telle section, en quelque sorte, de l'État islamique, sait que dans tel village, il y a telle ou telle maison, ou telle partie du village, ou même le village entier, sur qui il peut se reposer. Tout ça fait 20 000 plus 20 000. Ça fait 40 000 personnes. Dans ces 40 000 personnes, on estime aujourd'hui qu'il y a moins de 3 000 Syriens. Tout le reste, ce sont des étrangers. Tout le reste. Il y a à peu près une centaine de nationalités représentées. Une centaine, c'est bien loin. Hein. Alors, la France est assez bien placée dans le palmarès. On en a 2000 quand même. Alors, sur ces 2000, en réalité, il y en a 2000 qui sont passés par là. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a 1200, 1300 qui sont en train de combattre. Et il y en a 300 qui sont morts. Bon, toujours ça de prix. Enfin, il en reste 1700. Ça fait beaucoup. Les Belges sont très très bien placés. Quand on se promène dans la banlieue de Bruxelles, on comprend pourquoi. Et sinon, puisque j'en étais à ce qui a déclenché l'intervention russe, la plus forte nationalité représentée, les Tchétchènes. Nos amis les Tchétchènes. Les vieux amis des Russes, les Tchétchènes. C'est la seule fois de ma vie où j'ai entendu Jacques Chirac dire quelque chose d'intelligent. C'est quand il a parlé des Tchétchènes, un soir à la télévision, au moment où Poutine avait relancé la deuxième guerre de Tchétchénie et avait décidé que, selon l'expression qui lui a été beaucoup reprochée, j'irai poursuivre les terroristes jusque dans les chiottes. Excusez-moi, mais c'est l'expression qu'il a employée. Ce qu'il fit d'ailleurs. Les terroristes ont été, en Tchétchénie, battus. Il a mis les moyens à la Russe. Bon. Mais ils ont gagné la deuxième guerre alors qu'il avait perdu la première. C'était une des étapes de sa reconquête. Ça commençait là, sur les marches de la Russie. Eh bien, les Tchétchènes, là, ils sont 5-6 000 actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été en 2 temps. Poutine règle son compte aux Tchétchènes au moment de la deuxième guerre de Tchétchénie. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une petite guerre qui a duré quelques semaines, mais qui a été très importante sur le plan stratégique, la guerre en Géorgie. La Géorgie était devenue, comme ça, discrètement, l'air de rien, le 51e État américain. Et ce pays avait décidé, petit 1, d'adhérer à l'OTAN, alors qu'il avait bien été convenu au moment du démantèlement de l'Union soviétique, au moment où Helsinki discutait avec les autorités d'Europe occidentale,
bon ok, on donne l'indépendance à tout le monde, de toute façon dans l'état dans lequel on est, ça nous arrange, mais aucun pays limitrophe n'adhère à l'OTAN. Il y a quand même des souvenirs de guerre froide, c'est quand même un peu compliqué, et puis malgré tout, même si on devient plus ou moins démocrate quand même, États-Unis, Russie, il y aura toujours une rivalité pour une domination stratégique, de toute façon. Et donc c'était convenu comme ça, top là. Ouais, top là, rien du tout. Tout le monde est membre de l'OTAN autour de la Russie aujourd'hui. Alors les Russes n'ont rien dit pour la Pologne. Quand la Pologne a élu un gouvernement libéral à la place du gouvernement dit populiste, brillante expression sur laquelle on pourrait s'arrêter 5 minutes. Enfin là, le temps va me manquer et Bernard va me regarder d'un air sévère au bout d'un moment. Et donc, que se passe-t-il en Géorgie? À un moment donné, il y a la Russie provoque une révolte dans une petite province de la Géorgie qu'on appelle l'Ossétie. Et cette petite Ossétie veut son indépendance par rapport à la Géorgie, parce qu'elle ne veut pas adhérer à l'OTAN. En fait, elle est peuplée de Russes à 90%. Ça n'a donc pas été compliqué d'organiser ça. Et ça a été le prétexte, comme l'Ossétie s'est fait casser la figure par l'armée géorgienne. Là, on est dans le Lilliput, parce que la Géorgie, c'est comme ça, mais alors l'Ossétie, c'est un confetti. Donc c'était des combats des Lilliputiens. Mais en réalité, le grand frère russe va s'en occuper. Là, on ne sera plus dans des combats des Lilliputiens. Et donc, le grand frère russe arrive pour sauver les Russes de l'Ossétie et va battre à plate couture l'armée géorgienne. Ce sera le deuxième temps de la reconquête. Et ça, c'est un signal très fort. Ça veut dire aux États-Unis, là, vous vous êtes approchés trop près. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand les parachutistes russes sont rentrés dans le port géorgien, ici, ils ont arrêté le directeur du port et ils ont découvert à leur stupéfaction, parce que ça ils ne savaient pas, que c'était un Américain. C'était allé assez loin dans le processus d'intégration quand même. Pour ça, quand on dit 51e État américain, c'est pas pour rien. Et donc, les Tchétchènes dans l'affaire, pour se venger de Poutine et de leur défaite, et de l'anéantissement de Grozny, la capitale de la Tchétchénie, qu'il faut connaître, quand même sévèrement dégusté, eh bien, ils ont été aider l'armée géorgienne. C'est surréaliste de voir des Tchétchènes aux côtés de Géorgiens, comme ça que ça s'est passé. Et là, ils ont continué leur combat. Et il y avait notamment un milicien tchétchène, dont le nom m'échappe, mais je l'ai lu 10 fois, il est inretenable. Donc, vous me pardonnerez, pas pu le retenir. Un grand géant roux, qui dirigeait une brigade de 3-4 000 hommes tchétchènes. Ce sont les seuls qui ont donné du fil à retordre aux Russes. Ils ont provoqué plus d'une dizaine de morts dans les grandes armées russes quand ils ont envahi la Géorgie, uniquement à cause de cette brigade tchétchène. Et ça s'est sévèrement castané. Qu'ont-ils fait ensuite, ces Tchétchènes? Ils ont pris le maquis. Et puis maintenant, ils sont tous là, avec toujours ce grand géant roux. Et c'est le deuxième motif de l'intervention de Poutine, troisième avec nos amis chrétiens orthodoxes. C'est le deuxième motif, ces Tchétchènes ne doivent pas rentrer en Tchétchénie. Vous vous rappelez du grand attentat dans le théâtre de Moscou? Il y a eu des centaines et des centaines de morts, c'était uniquement des Tchétchènes. Tous les attentats terroristes en Russie faits ces 20 dernières années sont l'œuvre de Tchétchènes. Et donc ces Tchétchènes, ils sont là. Ils sont 5000, et de toute façon l'armée syrienne les connaît bien, parce que c'est eux qui ont appris aux Syriens à se battre. Les Syriens se battaient en tongs les premières semaines, authentiques, en tongs. Et les Tchétchènes sont arrivés avec leur professionnalisme et 10 ans de combat derrière eux. Et là, eux, c'était pas en tongs, ils avaient de l'armement sophistiqué, nos amis saoudiens s'en étaient chargés, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est dans le petit monde sunnite, ça s'entend très bien. Et donc, eux, quand ils étaient en face de l'armée syrienne, ça faisait très mal. On estime d'ailleurs aujourd'hui que, petit 1, sans l'État islamique, il n'y aurait plus de guerre, parce que le reste est trop circonscrit, là, le long du Liban, là, du côté d'Idlib, et là, du côté de Dera, et donc c'est pas comme ça qu'on peut mener une guerre, et qu'au sein de l'État islamique, s'il n'y avait pas les Tchétchènes, ils auraient déjà perdu. Alors c'est vrai, il y a du monde qui vient. Enfin, quand il y a 100 Indonésiens qui arrivent de Jakarta, ils servent de kamikazes et de chair à canon, rien d'autre. Les Tchétchènes, c'est du sérieux. Eux, on les met en première ligne pour se battre, pas pour servir de kamikaze. Le kamikaze, comme l'a dit cyniquement un jour un islamiste, c'est un produit jetable. Ils s'en servent, c'est là qu'ils mettent les plus mauvais. Quand il y en a un qui est inapte au combat, il est envoyé comme kamikaze. Il faut savoir, quand même, le cynisme est total dans toute cette affaire. Et donc, le motif, la date exacte de l'intervention de Poutine, en dehors de tous les aspects donc, stratégiques et religieux que je vous ai donnés, c'est le moment où Idlib tombe. Parce que lorsqu'Idlib tombe, au mois de septembre, à ce moment-là, l'attaqué est là. Et si l'attaqué est là, et si l'attaqué tombe, c'est fini. Parce que l'attaqué, c'est vraiment
la ville à la vite. Et donc, dans la foulée de l'attaquer, il n'y avait plus la possibilité de tenir Hama et Homs. Et donc, dans la foulée, les djihadistes, qui sont toujours regroupés en Jordanie, remontaient vers Dera et vers Damas. Et c'était fini pour Noël. Et donc, Poutine a très bien compris ça. Et c'est pour ça que là, il a déclenché les opérations. Ça ne lui plaisait pas, il a attendu longtemps. Il aurait pu le faire plus tôt. Mais il ne voulait pas, parce qu'il sait que ça va être compliqué. Quand on entend les journalistes français, nos brillants intellectuels, qui disent « Ah, l'armée russe est en train de s'enliser, et ils ont bien vu que c'était plus compliqué ». Mais non, ils le savent depuis le début, que ça va être très compliqué, c'est une guérilla. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur Internet, mais on se bat derrière un mur à 2 contre 3, 4 contre... Enfin, il faut des années pour gagner des guerres pareilles. Surtout que maintenant, ils ont des missiles très sophistiqués, donc il sait très bien que c'est très compliqué. La seule chose qu'il a dit à Poutine, si vous livrez des missiles solaires et que vous me descendez mes avions, là, ça ne va pas bien se passer. Ce que les Américains avaient fait en Afghanistan. Des centaines d'avions soviétiques sont tombés au sol le jour où les Américains ont livré les missiles Stinger à Ben Laden et ses copains. Et donc, ils se rappellent très bien de ça, les Russes. Et donc, ils ont dit à Obama, pas de missiles solaires. Pour l'instant, ça tient. Vous n'avez pas encore un avion russe qui s'est fait descendre. Le jour où ça va se faire, mais à mon avis, ça ne va pas se faire. Parce que Obama ne s'appelle pas Bush. Et c'est une chance pour les chrétiens d'Orient. Parce que il y aurait un Bush au pouvoir, aujourd'hui il n'y aurait déjà plus de chrétiens d'Orient. Le père Bush a eu la brillante idée d'envahir l'Irak, parce que l'Irak avait envahi le Koweït. Bon, ça encore, il dit non, le pétrole du Koweït, tu l'auras pas, machin. Bon, admettons. Mais il s'est retiré. Le fiston, qui s'est cru investi d'une mission divine, lui a dit, ah non, non, mais papa n'a pas fini le travail, moi je vais finir le travail. Et donc on va réenvahir l'Irak. On invente une histoire rocambolesque d'armes de destruction massive. L'ineffable général Colin Powell, parle quand même des images à l'ONU qui montre sa petite fiole, je crois même dans un mauvais film de série Z, même pas le dernier James Bond, il montre la petite fiole et dit ça c'est de l'anthrax, ça c'est la preuve des armes de destruction massive. Et tout le monde a fait semblant d'y croire. Tony Blair a récemment présenté ses excuses au peuple britannique, ils ont eu son sang mort dans l'affaire quand même, pour avoir accepté cette falsification des armes de destruction massive. Donc la CIA, experte en manipulation et en mensonge, a inventé cette histoire pour justifier l'invasion de l'Irak. Mettre par terre le régime irakien, et quand un ministre des Affaires étrangères occidental, c'était le Polonais, qui lui ne fait pas emballer, dit à Bush, mais pourquoi voulez-vous absolument envahir l'Irak et renverser Saddam Hussein? Réponse de Bush, parce que c'est la volonté de Dieu. Là, les évangélistes protestants américains, c'est quelque chose. Il paraît qu'il y a le petit frère Bush qui est en campagne pour les États-Unis. Si vous manquez d'idées pour une neuvaine, faites une neuvaine pour les chrétiens d'Orient, qu'on n'ait pas le troisième Bush. Parce que là, vous pouvez être sûr que là, ce ne sera plus qu'un immense champ de ruines. Obama, lui, est beaucoup plus malin. Surtout, il n'est pas interventionniste par nature. Il n'est pas interventionniste comme ont pu être les républicains. Et par ailleurs, il est démocrate. Et paradoxalement, les démocrates sont moins proches d'Israël que les républicains. Il faut voir que le nerf de la politique américaine, c'est l'argent. Il faut avoir des millions et des millions de dollars pour mener une politique, ne serait-ce qu'une campagne de primaire. Et les réseaux de financement de la diaspora juive, les réseaux de financement sionistes, sont pour l'État républicain à 90%, pour le parti républicain à 90%. Ça aussi, il faut avoir ça en tête, parce que quand vous avez un combat entre républicains et démocrates pour la présidentielle, vous verrez que les propos des républicains sont toujours beaucoup plus sionistes et beaucoup plus contre les puissances du Proche-Orient que les démocrates, mis à part Hillary Clinton. Mais sinon, d'une façon générale, ça se vérifie assez bien. Et donc, le motif de l'intervention russe se fait à ce moment-là pour empêcher la chute de l'attaqué. Et donc, vous avez peut-être vu les récentes images où on montre les bombardements russes, où ont eu lieu les bombardements russes, et ils sont très massivement concentrés ici. Pas mal autour de Homs, pas mal autour de Damas, et pas mal autour d'Alep. Mais surtout là, pour empêcher l'avancée des islamistes. Alors évidemment, tout le monde pose des cris d'orfraie en disant, enfin c'est incroyable, ils bombardent les rebelles modérés. Et non, d'abord ils ne sont pas modérés, premièrement, et ensuite il est intervenu pour ça. Donc
les types pourraient au moins faire un effort d'analyse. Ils font même pas l'effort d'analyse. Parce que certains, c'est du cynisme. Bernard-Henri Lévy, qui veut envahir la Libye, c'est du cynisme pur. Mais là, on n'est pas dans le cynisme, on est dans l'ignorance crasse des journalistes. Quand on lit des livres à Saint-Julien-de-Pauvre, il y a un très bon livre à vendre d'un chrétien syrien qui s'appelle Antakli, qui s'appelle Syrie, la guerre sans nom. Et lui, il explique ça très bien. Il dit c'est quand même extraordinaire. On voit les journalistes occidentaux arriver. Ils passent 48 heures véhiculés par les rebelles et ils repartent. Et après, ils prennent leur papier en disant voilà ce que j'ai vu. Ah, le régime, 27 morts pour 4 enfants. Voilà, on en est là de pas seulement la désinformation, qui est une désinformation voulue, organisée, mais il y a également une ignorance crasse et surtout le refus de voir la réalité. Puis on ne va même pas trop s'intéresser aux chrétiens d'Orient. Il y avait eu un beau livre sorti il y a 25 ans de Jean-Pierre Perron-Selugos qui s'appelait Une croix sur le Liban. C'était au moment où les chrétiens du Liban étaient menacés, par les Syriens d'ailleurs. Les retournements d'alliances sont complexes quelquefois. Eh bien, un responsable socialiste de l'époque avait dit à ce journaliste qui a écrit ce livre, oui, de toute façon, le Liban, il faut faire une croix dessus. Oh, une croix, ça fera plaisir aux chrétiens. Voilà le cynisme des gens qui nous gouvernent. Et des gens comme Fabius et Hollande sont exactement dans la même logique. Enfin, Hollande. Fabius, non. Fabius, c'est un sioniste. Il est dans sa logique de protection absolue de l'État d'Israël, comme sont les États-Unis. Bon, pas de jugement, il suffit juste de le savoir. Et donc, ce morcellement va parfaitement convenir à tout le monde. Parfaitement. On sauve la face, en empêchant que les chrétiens soient égorgés jusqu'au dernier. Donc on va garder cette partie-là, à la huito-chrétienne. Là, ça va être une sorte d'État islamique, qui permettra de faire passer le gazoduc. Et là, vous aurez un État kurde. C'est à ça qu'ils rêvent. Et donc c'est ça dont les Russes ne veulent pas. D'abord eux, parce qu'ils ne veulent pas de gazoduc, parce qu'ils pensent aussi quand même à leurs intérêts, le gazoduc. Ils passent par la Turquie pour aller monter l'Europe, et ça va très bien pour l'instant. Et c'est pour ça que dans ce jeu diplomatique extrêmement complexe, avant d'intervenir, pourquoi on savait que Poutine allait intervenir? Parce qu'il a passé son mois d'août et son mois de septembre, l'intervention a lieu le 30 septembre, il a passé son mois d'août et son mois de septembre à rencontrer tout le monde. Le Turc, Erdogan, il l'a vu, il a discuté, il lui a probablement annoncé. Le Saoudien, l'Iranien, l'Américain. Pas le français, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Mais s'il l'avait rencontré, je vais être juste, il l'avait rencontré quelques semaines avant, et le leitmotiv de Hollande, ça avait été il faut se débarrasser de Bachar el-Assad. Et Poutine lui avait répondu de façon cinglante c'est ça, on va lui faire comme Kadhafi. Parce que ça aussi, ça a été une humiliation aux Russes. Donc pas qu'ils aimaient particulièrement Kadhafi. Bon, les enjeux étaient faibles, et puis les alliances s'étaient distendues. À une époque de l'Union soviétique, oui, Kadhafi était un vrai allié. Mais Poutine le trouvait un peu encombrant. Non, là où ils ont été humiliés, c'est que Sarkozy et les États-Unis ont dit à Poutine allez, vous vous abstenez au vote de l'ONU, et nous, juste, on empêche les massacres. Parce que là, l'armée libyenne est en train de remonter vers, je ne sais plus quelle ville, peuplée d'opposants qui s'étaient révoltés, et eux, ils vont se faire massacrer. Et les Russes, du bout des lèvres, finissent par dire bon, allez d'accord, mais on ne va pas plus loin. Non, on ne va pas plus loin. Eh bien si. Ils n'ont pas mis leur veto. Ils auraient mis leur veto, il n'y avait pas d'intervention. Donc ils n'ont pas mis leur veto sur cette promesse-là. Et cette promesse-là, comme tout, a été foulée aux pieds. C'est-à-dire que non seulement on a empêché le massacre, mais en plus de ça, après, on s'est attaqué directement à l'armée libyenne, et on a quand même envoyé nos services secrets, il faut le dire, aller buter personnellement Kadhafi. Parce qu'il avait à raconter, mais enfin il fallait le faire taire. Et donc ça, c'est pas tellement que le sort de Kadhafi lui préoccupait tellement, mais ça, Poutine ne l'a pas digéré. Et d'humiliation en humiliation, dit maintenant ça suffit. Vous m'avez eu pour la Serbie, j'étais pas en état de forme. Vous m'avez eu pour l'Irak, j'étais pas en état. Et la Libye, j'ai été un peu bête. Plus exactement, c'est le moment où il était plus président. Et c'était Medvedev qui était président. Et Poutine n'était plus Premier ministre. Il se partage un peu le truc, parce qu'on ne peut pas être président plus de 2 fois de suite. Et donc pour rester au pouvoir, il s'est arrangé avec Medvedev. Et Medvedev, il est sympa, mais il était un peu tendre par rapport à Poutine. Et Medvedev, tout seul, a dit oui. Donc Poutine l'a engueulé.
Maintenant, Poutine est redevenu président, mais Poutine n'a pas digéré ça, parce qu'on lui a menti de A à Z dans cette histoire. Donc, aujourd'hui, où en est-on? Pour l'instant, les lignes de front sont à peu près figées. À un moment donné, les Russes, avec les interventions des hélicoptères et des avions russes, on pouvait penser que la ligne de front islamiste allait céder. Ils ont eu beaucoup de morts quand même dans l'histoire. Ils ont laissé beaucoup de plumes. Mais enfin, ils ont beaucoup aussi d'approvisionnement et en hommes et en matériel, comme vous le savez. Et c'est à ce moment-là aussi que les Américains ont accéléré leur livraison d'armes. Parce que, dans leur équilibre des forces, il ne faut pas que les islamistes prennent le pouvoir. C'est embêtant quand même. Mais il ne faut pas non plus que l'armée syrienne gagne. C'est embêtant. Et puis finalement, tout ce chaos, ça laisse Israël bien tranquille en attendant qu'il peut comme ça s'occuper de ses Palestiniens, ce qui n'est rien de plus simple. Et donc, on n'est pas embêté avec cette grande puissance morcelée qui n'est plus du tout une grande puissance et qui ne sera d'ailleurs probablement plus jamais une grande puissance locale, mais plus jamais. Ça, de ce point de vue-là, l'opération morcellement a parfaitement réussi. Et donc, au fur et à mesure des avancées de l'armée syrienne, aidée par les hélicoptères et les avions russes, les armements, les arrivées d'armement, s'accéléraient pour figer la ligne de front. Donc on en est là. Personne n'est dupe. Et tout le monde continue à discuter. Quand de temps en temps, quelqu'un dit « Mon Dieu, mais c'est terrible », mais à un moment donné, un avion russe et un avion américain, ils vont se taper sur la figure. Oui, ça peut arriver une fois comme ça, mais ça n'ira pas plus loin, parce qu'ils se parlent. Ils s'appellent. Ils se parlent tellement bien et ils s'appellent tellement bien que vous vous rappelez à un moment donné l'idée baroque de Hollande, il faut bombarder Damas. Parce que le dictateur Bachar el-Assad avait balancé du gaz sur un village rebelle. On ne saura peut-être jamais qui a fait ça. Enfin, c'est sûrement pas Bachar el-Assad, en tout cas, qui a donné l'ordre, parce que c'est absolument pas son intérêt, parce que c'était la ligne rouge à pas franchir. Donc, soit c'est une maladresse d'un officier, soit c'est une provocation, soit tout simplement, ce sont les islamistes qui ont balancé ça. C'est d'ailleurs ce que dit le chrétien dont je vous parlais tout à l'heure, en Tatli. Lui, il le dit explicitement, mais je trouve qu'on ne peut pas non plus reprendre complètement cette thèse à son compte, parce qu'il n'y avance absolument aucune preuve. Sauf celle de la logique. Alors, c'est la seule logique, parce que c'était absolument pas l'intérêt d'Assad, parce que derrière, c'était le bombardement de la Syrie qui était assuré. Et donc, Hollande appelle Obama, et lui dit « Ah, ça y est, on bombarde. » Bon. Et Obama dit « Oui, peut-être. Bon, on se rappelle. » Et Obama appelle Poutine. Et Poutine dit « Ah, si vous bombardez, si vous envoyez des avions pour bombarder Damas, moi j'envoie les miens. » On va peut-être pas se fâcher pour si peu. Non, on va pas se fâcher pour si peu. Et ce pauvre Hollande, ridicule, a attendu pendant des heures le feu vert d'Obama, parce qu'Obama lui a dit « Vous faites rien sans mon feu vert », comme on est nous aussi un satellite américain. Il a attendu, le coup de fil n'est jamais venu, ça a été la grande humiliation d'Hollande, et on a évité une catastrophe, parce qu'aujourd'hui, si on est venu bombarder la Syrie, l'État islamique serait au pouvoir, c'est très clair. Et donc ceux qui ont conseillé ça au président Hollande sont des fous furieux, ou des inconscients, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, grâce à Poutine, on a évité ça. Dans la série des coups de fil, je ne peux pas résister au plaisir de vous raconter une petite anecdote. Il y a un village tenu maintenant par le régime qui s'appelle Maloula. Peut-être certains d'entre vous ont lu l'histoire de Maloula. Maloula, c'est un village à 80% chrétien, qui n'a aucun intérêt stratégique. Il est situé sur aucune route importante, et il ne se passait rien à Maloula. Il y a un couvent de religieuses orthodoxes, où elles sont là, une quarantaine. Plusieurs églises, et donc 70 ou 80% de chrétiens. Et puis un jour, un kamikaze jordanien se fait sauter au barrage militaire, il tue les 17 soldats présents. Il y a beaucoup de Jordaniens dans l'affaire. Et c'est beaucoup de kamikazes. Ça ne doivent pas être des très bons combattants. Et donc, l'armée, là, c'était pas un village extrêmement bien défendu, parce qu'il n'avait aucun intérêt stratégique. Donc, l'armée, le peu qui reste, se replie. Les chrétiens se replient, et, coup de chance, providence, on ne sait pas, les islamistes se replient. Et pendant 3 jours, ils ne font rien. Ce qui laisse à presque tous les chrétiens le temps de partir. Sauf les religieuses qui veulent rester, et sauf 3 jeunes qui restent pour empêcher les pillages et qui sont là avec leur petite pétoire à la main. Et les islamistes reviennent 3 jours après. Ils demandent aux 3 jeunes s'ils veulent devenir musulmans. Les 3 jeunes disent non, ils se prennent chacun une balle dans la tête. 3 martyrs. Et après,
bizarrement, ils s'installent sur les hauteurs, à côté du couvent. Mais ils ne font rien aux religieuses. C'est assez étrange, quand même. Et là-dessus, l'armée syrienne n'intervient pas. Elle laisse faire. De toute façon, elle commence à être épuisée par les combats. Et elle se dit, il faut au moins 2000 hommes. On n'a pas les moyens de risquer de perdre 2000 hommes pour un village qui n'a pas d'intérêt stratégique. C'est le côté un peu plus cynique d'Assad. Et Poutine va intimer l'ordre à Assad de reprendre ce village, qui n'a pas d'intérêt stratégique. Et donc le village va être repris par les soldats syriens, on envoie des chrétiens, par les soldats syriens, qui vont repousser les djihadistes, qui vont poser une résistance finalement assez faible. Ils ont pris les religieuses en otage, on craignait le pire, et bien pas du tout. Elles ont toutes été libérées. Il n'y en a pas une qui a subi la moindre violence. C'est une belle histoire quand même, c'est l'histoire de Maloula. Donc, on se dit qu'il y a peut-être encore un tout petit peu d'espoir, à défaut de temps. Si. Un petit peu quand même, si j'ai encore quelques minutes, je vois. Non, si 10 minutes? Très bien. Alors, il y a un autre aspect stratégique que je n'ai pas encore eu le temps d'évoquer, mais qu'il faut évoquer, puisque je vous ai dit qu'on était en train de rebattre les cartes, sur le plan stratégique, sur le plan géopolitique. Donc, on a vu que les États-Unis s'étaient un tout petit peu retirés de l'affaire. Ce n'est pas un effacement, parce qu'ils ont parfaitement les moyens d'être très présents et de continuer leurs immenses bêtises, pour être poli. Mais ça n'intéresse pas beaucoup Obama. Et finalement, l'élection d'Obama, on se disait, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce gugus, finalement? Ça serait bien qu'il reste encore quelques années, ça éviterait les nouvelles bêtises au Proche-Orient. Mais bon. Donc lui, il choisit de se désintéresser un tout petit peu de la chose. Pas trop, quand même, parce qu'il ne faut pas laisser le voisin russe prendre trop d'importance. Mais quand même, cette guerre marque la nouvelle apparition d'une Russie beaucoup plus forte qu'avant. Poutine a mis 10 ans à reconstruire une armée. Il y a un bon livre l'année dernière qui est sorti sur Poutine, de Frédéric Pons, et qui est assez intéressant et qui explique bien tout le processus poutinien, non seulement de conquête du pouvoir, mais après, de redonner à la Russie sa fierté. On s'étonne toujours, enfin nos journalistes, pas nous, nos journalistes s'étonnent toujours en disant, mais enfin, c'est épouvantable, Poutine, dictateur, comment le peuple russe ne serait pas révolté? Parce que le peuple russe, il est très content d'avoir Poutine. Parce que, avant tout, il faut comprendre l'âme russe pour ça. Il faut avoir lu Solzhenitsyn, il faut avoir lu Dostoïevski, ce que personne n'a fait dans la classe politique française. Et donc, pour comprendre ça, c'est avant tout la fierté d'être russe. Nous sommes l'héritier d'un empire millénaire, plus que millénaire. Et donc, l'âme russe existe. Il est beaucoup plus important pour un Russe d'être fier de son pays, d'être fier de ses dirigeants et que la Russie soit respectée dans le monde, que de glisser un bulletin dans l'urne dont le décompte sera effectivement peut-être un tout petit peu approximatif. Quelle importance au fond? C'est pas ça qu'il veut. Solzhenitsyn, lorsqu'il avait rencontré Poutine, c'est la seule fois de sa vie où Poutine s'est comporté de façon, si je dis humble, c'est pas gentil pour lui, mais enfin en tout cas très différente. Il recevait le grand homme. On a passé 2 heures ensemble. Je ne sais jamais ce qu'ils se sont dit, c'était peu de temps avant la mort de Solzhenitsyn. Et en partant, Solzhenitsyn a dit, cet homme redressera la Russie et lui rendra sa fierté. Et donc les Russes qui adulaient Solzhenitsyn après la chute du régime soviétique, mais qui l'adulaient déjà avant, parce que c'est quand même un des grands hommes du XXe siècle, les Russes sentent ça. Alors évidemment, on brocarde Poutine pour ses photos de... Bon, il y a un côté, effectivement, quand on le voit torse nu, avec un grand couteau, en train de faire semblant de combattre un ours. Bon, il y a un côté mise en scène qui est peut-être pour nous, occidentaux, un peu ridicule, mais en Russie, pas du tout. Quand on lit les traductions des articles russes, y compris une certaine opposition, ils ne reviennent pas là-dessus. C'est pas un problème pour eux, c'est pas le sujet. Le peuple russe lui dit, ah quand même, il est fort, mon chef. Ils sont un peu, c'est pas qu'ils soient idiots, mais ils sont un peu, quand même, dans cette logique-là, je dois être fier de mes dirigeants. Nous, quand on pense aux nôtres, on n'a pas beaucoup de motifs de fierté. Il y a donc un autre aspect de rebattage des cartes sur le plan stratégique qui est très important, c'est entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Jusqu'à présent, le Proche-Orient, ces dernières années, depuis 20 ans, le Proche-Orient était dominé par l'Arabie Saoudite, pour des raisons financières évidentes, et aussi pour leur proximité avec les États-Unis. Il y a eu un pacte entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite
qui date de 1945. En 1945, Roosevelt, l'épouvantable Roosevelt, ça c'est une opinion personnelle, je l'identifie au passage, rencontre Ibn Saoud, le monarque d'Arabie Saoudite, et ils font un pacte. Pétrole contre sécurité. Approvisionnement du pétrole garanti pour les États-Unis, et en échange, armement à livre ouvert pour l'Arabie Saoudite, et garantie de la stabilité du régime saoudien. Ça va aller tellement loin, cette garantie, qu'il y a 25-30 ans, il y a eu une révolte à la Mecque, une révolte islamiste, d'une autre tendance des sunnites wahhabites. Vous vous rappelez, c'est les sunnites wahhabites qui règnent en Arabie Saoudite, mais les plus là, c'est pas grave. Et donc il y a eu une faction assez nombreuse, il y a 10 000 hommes qui sont intervenus à la Mecque, ça s'est battu dans les tunnels de la Mecque. Et l'armée saoudienne, qui ne vaut rien, a été débordée par ces insurgés. Et il a fallu une intervention occidentale, camouflée, pour remettre de l'ordre, y compris avec des parachutistes français. Un jour, il y aura peut-être un bouquin là-dessus, je suis très étonné que ce soit toujours pas sorti, mais vous avez des centaines de parachutistes français qui sont intervenus dans les couloirs de la Mecque pour aider le régime saoudien. Déjà. Bon. Le parachutiste du RPI-MAC est intervenu, il devait se dire, quand même, qu'est-ce que je fais là à la Mecque, en train de tirer sur des islamistes pour aider d'autres islamistes. C'est compliqué quelquefois la stratégie. Mais bon, c'est la glorieuse stratégie des armes. Le problème, c'est que les Américains ont moins besoin des Saoudiens. Pourquoi? Parce que les Américains sont quand même plus intelligents que beaucoup d'autres, en particulier que les Français. C'est que quand ils pensent qu'il y a du pétrole et du gaz de schiste sous leurs pieds, ils s'interrogent, ils regardent, ils creusent, ils analysent, voire ils exploitent. Nous, surtout pas. On va déplaire à Cécile Duflot. Donc on ne va surtout pas s'intéresser au problème. Il y a plein de gaz de schiste en France, mais non. On ne va même pas se pencher là-dessus, et là-dessus, il n'y a pas de différence droite-gauche. Sarkozy avait dit non, Hollande a confirmé non, comme ça, aucun problème. Mais les Américains, qui ont un peu plus de sens pratique que les Français, qui sont moins idéologues, sur ce plan-là en tout cas, ont décidé donc d'exploiter le pétrole et le gaz de schiste. Ça a bien embêté les Saoudiens, parce que ça leur donnait une certaine indépendance, surtout avec un pétrole à 120 $, le baril, comme il était à l'époque. Et donc les Américains sont devenus pratiquement autosuffisants. Et c'est pour ça que le prix du pétrole a baissé. On dit qu'il y a une surproduction, oui, un peu. Il y a un ralentissement économique de la Chine, oui, un peu, d'accord, ça joue. Mais il y a surtout la volonté absolue des Saoudiens de faire baisser le prix du pétrole pour embêter les États-Unis. Et donc, parce qu'en dessous de 50 $, en dessous de 60 $, le pétrole de schiste ne devient plus trop rentable. D'ailleurs, les 3/4 des entreprises américaines spécialisées en pétrole de schiste ont fait faillite depuis la chute du prix du baril. Et donc, les Américains aimeraient bien que ça remonte, les Russes aussi. Et donc, les Saoudiens se sont dit, on fait une pierre deux coups, on embête à la fois Poutine et à la fois les États-Unis, qui ont beau être nos alliés indéfectibles, osent prendre leur indépendance énergétique, et ça ne nous plaît pas du tout. Donc, il y a quand même un tout petit peu de friture sur la ligne entre les Saoudiens et les Américains. Alors les Américains, toujours pragmatiques, ont finalement décidé que les Iraniens, c'était pas si mal. Et que c'est vrai que 20 ans de sanctions, c'était quand même un peu excessif, et qu'au fond, l'arme nucléaire, oui, d'accord, ils essayent de s'en doter, ça c'est sûr. Mais on va leur dire gentiment qu'il faut arrêter de s'en doter, et on va s'arranger. Et puis il y a Poutine qui va faire l'intermédiaire, et tout se passera très bien. Et c'est exactement comme ça qu'ils ont fait. On a commencé les discussions, Israël hurlait, c'est une des rares fois où les États-Unis, parce que Obama, je vous l'ai dit, est beaucoup moins sioniste que les Bush notamment, et donc Israël hurlait en disant mais hors de question de... Mais si, puisqu'ils n'ont pas la bombe nucléaire, qu'est-ce que vous avez à craindre? Ah si, ils ont une chose très précise à craindre, c'est que l'Iran redevienne une grande puissance. Avec 80 millions d'habitants, et une bourgeoisie iranienne très évoluée, ce sont des Perses les Iraniens, ça a été une très grande puissance. Alors d'accord, l'Empire perse s'est effondré, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, a eu des conséquences tragiques. Je fais une toute petite parenthèse là-dessus. Quelquefois, on se dit, les musulmans et les chrétiens sont minoritaires. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Du 1er siècle au 7e siècle, il y a 50% de chrétiens, 50% de païens. Forcément, il n'y a pas un musulman. Mahomet n'est pas encore né. Et donc, c'est d'après la mort de Mahomet. Mahomet meurt en 632. C'est facile à retenir, c'est 100 ans avant la bataille de Poitiers. Et donc, Mahomet meurt en 632. Et en 634, les tribus
qui sont devenues musulmanes, décident d'étendre l'empire. Déjà, enfin l'empire, la toute petite chose qu'ils sont autour de Médine et de la Mecque, c'est tout. Et donc ils décident de se tailler en empire. Et ils vont avoir beaucoup de chance, et nous, beaucoup de malchance, c'est qu'ils vont tomber sur la fin de la guerre entre l'empire byzantin et l'empire perse. Ils se faisaient la guerre depuis 30 ans. Ils sont sortis de là épuisés, les Perses vaincus et les Babyloniens vainqueurs, mais en réalité victoire à la Pyrrhus. Ils sont tous totalement épuisés. Et donc ces armées arabes, courageuses, intelligentes, ayant des stratégies assez habiles, avec en face des gens qui n'ont plus tellement envie de se battre et qui ont abandonné une bonne partie avec de toutes petites garnisons, y compris des villes comme Damas, intégralement chrétiennes, Bagdad, intégralement chrétienne, Jérusalem. Toutes ces villes étaient totalement chrétiennes. Comme disent les supporters de foot, normalement on est chez nous ici. Hein. Bon, on s'est fait prendre le truc, c'est de notre faute. Mais voilà, enfin c'est la faute de l'Empire byzantin. Mais bon, je dis nous parce que voilà, on doit assimiler quand même un petit peu toute cette histoire chrétienne. Et donc c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu musulman. Il faut pas oublier ça. À l'origine, ce sont des terres totalement chrétiennes. Et d'ailleurs, quand on dit mais ça s'est fait en douceur, c'est pas vrai. Les premières villes qui ont résisté, tout le monde s'est fait égorger. Enfin, les hommes se sont fait égorger. Les femmes ont été réduites en esclavage et les enfants. L'esclavage, vous imaginez toutes les formes d'esclavage, ils ont toujours été spécialistes de ce genre de choses. Et les enfants, eux, comme les janissaires de l'Empire ottoman, conversion forcée, éducation musulmane. Donc au bout d'un moment, forcément, on leur ouvrait les portes, parce que de toute façon, ils n'avaient pas les moyens de résister. Et donc c'est pour ça qu'il y a des historiens, j'ai lu dans plusieurs livres d'histoire, et d'ailleurs la conquête s'est faite rapidement, parce que le terrorisme fiscal de l'Empire byzantin était insupportable. C'est vrai que pour financer la guerre, les impôts étaient élevés, mais à ce compte-là, bon, depuis, il y en a qu'on fait mieux, d'une part. Et puis, d'autre part, il n'y avait pas du tout de terrorisme de la part de l'Empire byzantin. Du moment qu'on ne se mêlait pas de religion et du moment qu'on ne se mêlait pas de politique, il n'y avait aucun problème. Et les élites qui voulaient s'intégrer politiquement n'avaient aucune difficulté à le faire. Simplement, c'était les premières villes qui ont été exterminées, et notamment à Damas. À Damas, le siège a duré 8 mois, avant que Damas tombe aux mains des musulmans. Et il y avait une très grande cathédrale à Damas, qu'on ne connaîtra du coup jamais, cathédrale Saint-Jean, qui a été rasée dès le lendemain de la prise, et on a construit une très grande mosquée à la place. C'est la fameuse grande mosquée des Omeyyades, qui est aujourd'hui à moitié rasée. Signe du destin. Mais enfin, quand même, c'est dommage qu'elle soit à moitié rasée, c'est là qu'est conservé le chef de Saint-Jean-Baptiste, notamment. Donc, parce que ça a toujours été un tout petit peu compliqué, les relations entre musulmans et chrétiens en Syrie, à certains moments, et j'ai lu ça aussi dans des mémoires de certains chrétiens d'Orient, il y a des sunnites qui ont des images de la Vierge chez eux. C'est compliqué. Et quand l'État islamique rentre dans une maison sunnite qui voit l'image de la Vierge, il tue tout le monde, et il fracasse l'image de la Vierge, persuadé qu'ils ont affaire à des chrétiens. Et puis au bout d'un moment, on leur a dit « Ah mais non, ceux-là, ils étaient sunnites, pourquoi ils ont l'image de la Vierge ?»« Ah mais parce que la Vierge est respectée dans tout le Proche-Orient. » C'est comme ça, le manteau de la Vierge, c'est la mère de l'humanité. D'accord, c'est pas la mère de Dieu, mais c'est la mère de l'humanité. C'est compliqué. L'Orient est très compliqué. Je ne reviens pas sur la seule phrase, etc. Et donc, je reviens sur... je finis presque. Sur... oui, Bernard commence à me regarder. Bon. Sur l'Iran et l'Arabie Saoudite, la résurgence de la puissance iranienne est très importante et très inquiétante pour l'Arabie Saoudite. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir, si on peut revenir juste sur la carte générale, non, générale, oui, voilà. Eh bien, ça veut dire, c'est le rêve de l'Iran, de consolider le pouvoir irakien et de sauver le régime syrien. Et vous avez un axe chiite qui se fait là. Inacceptable pour les Saoudiens et les Qataris, donc ça va être très intéressant à suivre. Et de ce point de vue-là, c'est pour les chrétiens d'Orient une très bonne nouvelle. Cela étant, les chrétiens d'Orient sont quand même mal partis. Ils ont toujours été plus ou moins persécutés. Il y a eu des persécutions plus fortes à certains moments. En 1865, les Druzes ont égorgé plusieurs milliers de chrétiens à Damas. Il a fallu l'intervention de l'émir Abdelkader, qui a une connaissance de la conquête d'Algérie, qui avait été exilé à Damas, à sa demande. Les Français ont dit, bon, comme ça avait été un noble adversaire, lui, il n'égorgeait pas ses prisonniers. Et réciproquement, d'ailleurs. Et donc, lui, il avait choisi Damas, il était là.
Et il avait toujours eu de bonnes relations avec la communauté française. Et quand les massacres ont commencé, organisés par les Ottomans et armés par les Anglais, bien, jamais oublié ça, la perfide Albion, eh bien, qui est intervenu pour sauver des milliers de chrétiens dans Damas? Abdelkader. Mais il y en a quand même eu beaucoup qui sont morts, y compris au Liban, dans la plaine de la Bekaa, toujours par les Druzes. Et ensuite, tout au long du XXe siècle, les persécutions vont avoir lieu régulièrement. Mais là, l'invasion de l'Irak, d'une part, qui a divisé le nombre de chrétiens par 2 en Irak, on est passé même plus que 2, on est passé de 500 000 à 200 000 à cause de cette invasion. Et ce qui se passe maintenant en Syrie, en plus de ça, dans tous ces migrants qui s'en vont, vous avez de tout. Vous en avez qui deviennent kamikazes près du Stade de France, apparemment, parce qu'on a retrouvé un passeport syrien à côté d'un corps. Et vous avez aussi des chrétiens. Alors vous avez beaucoup de chrétiens qui se sont réfugiés au Liban, beaucoup en Jordanie, mais vous en avez aussi beaucoup qui fuient. Et souvent, ce sont quand même des chrétiens des classes moyennes. Et donc ça va terriblement manquer à la Syrie, ça va terriblement manquer aux chrétiens d'Orient. Donc, si vous voulez, à vue humaine, aujourd'hui, les chrétiens d'Orient sont mal partis. Trop peu nombreux, divisés en plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les querelles byzantines ne sont pas tout à fait absentes, l'influence de Byzance a dû être importante, et les conciles d'Éphèse ou de Chalcédoine qui ne nous parlent pas beaucoup, ça leur parle toujours, en tout cas chez les intellectuels chrétiens syriens. Mais le problème, c'est que les forces vives sont parties. Ils ont eu beaucoup de morts dans l'armée syrienne, et puis les forces vives sont en train de partir. Et donc ça va être très difficile. Ceux qui restent, ce sont les religieux, les prêtres et les moines, qui supplient les chrétiens de rester. Et vous avez donc des associations qui sont l'œuvre d'Orient, de l'aide alimentaire, les SOS chrétiens d'Orient surtout, qui font un travail remarquable pour essayer d'aider les chrétiens syriens à rester. Mais évidemment, au milieu d'une guerre aussi dure et aussi violente, c'est assez difficile. Donc à vue humaine, on peut être qu'assez pessimiste. Mais je ne veux pas finir sur une note trop pessimiste, et donc je vais finir sur une note d'espoir en vous racontant une anecdote qui s'est passée la semaine dernière à Alep. La dernière église d'Alep ouverte. La dernière. Il y a un dimanche matin 400 personnes qui sont dans l'église. Et le prêtre donne la communion dans les talents. Et un obus arrive sur la coupole de l'église. Et cet obus n'explose pas, sinon tout le monde serait mort. Il rebondit sur la coupole et explose à l'arrière de l'église. Beaucoup de dégâts quand même, et puis tout le monde est environné de poussière. Et de gravats, mais personne n'est blessé. Les fidèles s'affolent, veulent sortir, et les prêtres sont là en disant « Non, 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 non. La coupole est toujours là, rien ne nous arrivera, restez là. » Tout le monde se calme, la poussière tombe, et le prêtre, imperturbable, dit « La communion n'est pas terminée, nous allons la finir dans le jardin. » Et les fidèles suivent, il n'y en a pas un qui s'en va, alors que quand même, il pouvait... Bon. Et il finit sa communion, et il termine sa communion, en disant « Voilà, que ceci vous serve de leçon, le manteau de la Vierge nous protège toujours. » Voilà, je vous remercie.